Bonjour à tous, ici Christian Emmanuel en remplacement de David de Bocage à l'animation de Dredd sur le TEP, là, je sais pas comment vous dites, mais je comprends rien. Je dis le palais, moi, le palais, alors tu rentres le palais dans la cage avec la canne. Allez! Oh, allez! Oh, oh! La pandémie est pas facile pour personne. Et c'est tough. Mon cerveau passera pas au travers. Moi, me bleacher le cerveau. Bon, comment ça va, les amis? Hop et tout, padloulaptou. J'ai la petite machine de l'hygiéniste dentaire là, pour essayer de contenir cette bave excessive. J'espère que vous allez bien. On va enchaîner tout de suite. J'ai un épisode aujourd'hui que que j'affectionne, et je sais là, si vous avez cliqué sur le buzzer. C'est que vous avez peut-être reconnu le nom de l'invité. C'est comme pour la mise en contexte, je dirais que ce serait un moment de pro-shop culturel. Je pense que j'en ai déjà parlé au pro-shop culturel de Dread sur le Tape, mais là, c'est vraiment, si vous avez sauté vos devoirs, c'est la journée pour vous reprendre. Et j'ai nommé le documentaire de l'ONF Junior, qui suit la saison 2005-2006. Oui, 2005-2006, mais le film est sorti en 2007-2008. 2005-2006 du Drakkar de Baie-Comeau, et c'est un documentaire très connu dans les cercles de hockey. C'est un documentaire qui avait relativement, je veux pas dire faire mal, mais qui avait certainement mené à un petit ajustement de la part du junior majeur, parce qu'il ne paraissait pas très bien dans le documentaire, mais c'est pas ça le point. On suit dans le documentaire toutes les coulisses du Drakkar de Baie-Comeau de la saison 2005-2006. Plus encore, il n'y a aucune scène de hockey dans Junior. C'est évidemment on purpose, c'est par exprès. On veut mettre de l'avant certaines choses, et ça nous montre évidemment c'est quoi la vraie vie du junior majeur, que ce soit l'école qui est un peu délaissée dans les trucs à distance, la game avec les agents, et t'as évidemment plusieurs protagonistes. Le gars qui c'est son année de repêchage, t'as attends, c'est quoi, il y en a un qui c'est je pense un gars des Maritimes qui veut juste retourner à l'école, qui se fait échanger. Il y a plusieurs personnages, celui qui se fait échanger à l'équipe de Baie-Comeau, qui est supposé être la nouvelle star. Il y a plein de protagonistes, et un des protagonistes, c'est le jeune stud, le jeune star dont c'est l'année de repêchage. Et qui est ce jeune homme? Benjamin Brault. Eh oui, Ben Brault, comme il est appelé dans les cercles de hockey. J'étais pas rendu là avec lui dans l'intimité, mais quand même, j'oserais. Et c'est drôle parce que Benjamin Brault, moi, ce documentaire-là m'avait beaucoup marqué. Il avait marqué beaucoup de monde. Et j'ai même le DVD de ce documentaire-là. Et ça a donné quelque part fin, je pense, 2018 ou quelque chose comme ça, ou tout de début 2019, je rencontre une amie à Benjamin Brault qui me dit, et je sais pas comment ça vient sur le sujet, ah oui, ben je le connais, Benjamin, ou je t'ai ami avec des gars de hockey, connais-tu Benjamin Brault? Puis j'étais comme, ben oui, Benjamin Brault du documentaire, tu sais, qui a joué, qui est dans le documentaire junior, qui a joué à Baie-Comeau. Elle dit oui, absolument. Puis j'ai dit, OK, mais ça faisait plusieurs années que je me dis, il faut que je reçoive des artisans, parce que là, le film a passé ses 15 ans là, d'anniversaire là, en termes d'années de tournage, tu sais. Et je voulais d'ailleurs, je vais encore recevoir les réalisateurs qui ont fait ça. C'est un gars et une fille qui, je pense, est un couple à l'époque qui ont réalisé le documentaire. Bref, ça va être pour un autre épisode. Et elle me dit, ouais, ben en fait, Benjamin, je fais, ouais, il est où? Je veux le recevoir à Dread sur le Tape depuis longtemps. Évidemment, là, on parle de comme plus qu'un an avant la pandémie. Là. Et elle me dit, en fait, il habite en Australie, Benjamin. Je fais comme, OK, c'est quand qu'il revient? Elle dit, non, il habite là. Il a rencontré sa femme là-bas. Il reviendra plus, là. Il est pas revenu depuis des années. Puis, fait que là, j'ai fait, wow, OK. Et là est venu le moment, peut-être certains s'en souviennent, où je suis allé en Australie voir ma sœur qui accouchait à Adélaïde février 2019. Et là, j'avais réécrit à son ami pour dire, hey, est-ce que tu penses que je peux aller voir Benjamin, tout ça? Puis elle me dit, ben oui, je te mets en contact. Donc, elle me met en contact avec Benjamin. Et lui, dans le fond, il est à Perth, qui est sur la côte ouest, qui est absolument magnifique. Et moi, j'étais à Adélaïde, qui est une couple d'heures d'avion de là. Mais j'avais un horaire pas possible parce que j'allais à Adélaïde, j'allais en avion après à Sydney, après ça, en avion à Melbourne. Parce que l'Australie, le monde disait, ah, c'est une île. Oui, mais c'est énorme quand même, tu sais. Puis je faisais comme 4 vols en dedans d'une semaine
Puis il fallait que je revienne à temps pour pas manquer l'accouchement de ma sœur, ce qui est arrivé. Ma sœur commençait à accoucher alors qu'on était dans un festival d'humour à Adélaïde. Commençait à avoir des contractions. Oups, appelle le chum direct dans le bagot puis à l'hôpital. Donc j'étais là pour ça. Mais bref, ça pour dire, là, dans la logistique, c'était impossible. J'étais pas là assez longtemps en Australie. En tout cas, c'était tout ça parce que je voulais vraiment juste voir ma sœur que j'avais pas vue depuis des années puis assister à la naissance de son enfant. D'ailleurs, elle vient d'accoucher de son deuxième et ça en Belgique. Les questions, ce sera plus tard. Et donc et ça s'était pas fait. Puis là, mais Ben m'avait mis en contact avec Maxime Langelier. Et ça, peut-être, c'est ça que vous vous souvenez. Maxime, lui, était à Melbourne. Donc, moi, j'avais toujours dans mon backpack mes micros puis mon recorder dans mon petit hostel. Puis, j'étais allé à la rencontre de Maxime Langelier, qui est un épisode de la saison dernière, qui était quand même intéressant. Si vous voulez aller voir, c'est un gars qui travaille maintenant à Melbourne puis qui a été dans l'organisation du Lightning. Bref, lui aussi, je pense qu'il était avec une néo-zélandaise comme Ben. Donc, ça avait donné quand même lieu à un épisode le plus improvisé, si on veut, parce que c'était quand même... moi, j'étais à l'autre bout du monde, j'avais pas d'imprimante, j'avais pas d'ordi pour me préparer. Mais ça avait quand même donné un épisode vraiment, vraiment le fun. Je m'étais préparé comme j'avais pu, puis Maxime a été super généreux. Bref, et là, la pandémie frappe cette année 2020 et je reçois un inbox de Ben Bro qui me dit « Fac, on le fait-tu, cet épisode-là? » Ou c'était-tu juste un peu avant la pandémie? Bref, puis là, je fais « Ah, t'es revenu? » Puis là, il fait « Non. » Je fais « OK. » Et là, bon, enchaîna la suite des événements qu'on connaît. Et au début, j'étais pas un peu comme les boss en termes de télétravail, j'étais pas un fan des épisodes par Zoom. Tu sais, je sais pas s'il y en a qui ont écouté des podcasts des fois par téléphone, puis t'es comme un peu comme puis t'as pas la rencontre ça, puis mais force est d'admettre qu'avec la pandémie, on n'a pas eu le choix d'en faire, puis vous en avez déjà écouté dans cette saison-ci qui ont été faites par Zoom, et ça a ouvert quand même beaucoup de portes, puis je pense que c'est quelque chose qui va rester avec des résultats, c'est parce qu'on a eu accès à des invités, des Daniel Brière, il y en a plein d'autres là, qui s'en viennent là, que je veux pas vous dire parce que je veux garder des petites surprises. Mais des gars qu'on n'aurait pas pu recevoir pour des raisons purement géographiques. Et Ben en est le meilleur exemple. Bref, fait que j'ai contacté Ben et j'ai dit OK, on se fait ça. Et c'est le premier qu'on a fait par Zoom, Ben. C'est ça que je tenais à dire. Ça a été un peu notre genre de pilote de OK, ben ça marche-tu? Comment? Bon, depuis ce temps-là, on a varié nos techniques d'enregistrement, mais Ben a été le premier épisode de Dress with Tape par Zoom, si je ne m'abuse. Et c'était le 15 octobre 2020 que ça s'est passé. Donc, si vous n'avez pas vu Junior, je vous suggère fortement d'aller le regarder avant d'écouter le truc. C'est pas grave si vous l'écoutez après, mais c'est parce qu'on parle de scènes spécifiques et c'est franchement goûteux là, de voir ce documentaire-là avec le recul en tant qu'adulte. Il y a beaucoup d'affaires que tu fais. Ok, ouais, non, je suis pas sûr. Je sais que le junior major aurait beaucoup évolué, changé depuis et pour le mieux. J'étais aussi très content de le rencontrer parce que il en parle dans l'entrevue, mais il est pas nécessairement montré d'une manière de la manière la plus flatteur dans le documentaire. Tu sais, aujourd'hui, je veux dire, dans le documentaire, il y a 17 ans, il y a 17 ans, 18 ans. Puis aujourd'hui, il est un gars d'une trentaine d'années. Puis je trouvais ça vraiment cool de le voir aujourd'hui parce que c'est tellement pas fair filmer quelqu'un quand il a 16 ans. C'est pas correct. Genre, je suis tellement content qu'il n'y avait pas trop de caméras on n'avait pas de caméra dans nos cellulaires quand j'étais ado parce que arc, tu sais, tu peux pas filmer quelqu'un à cet âge-là, là. Il est même trop en période de gestation de sa personnalité. Puis, tu sais, en plus dans un contexte super à pression avec tu veux te faire repêcher tout ça, bref, fait puis évidemment tu sais c'est évidemment que tu sais Ben était un personnage aussi dans le corps des réalisateurs pour ce film-là, donc bref, je suis très content. Tout ça pour dire, c'est que je suis content de l'avoir rencontré aujourd'hui parce que si vous avez gardé une certaine impression moyenne de Benjamin dans le documentaire, ben aujourd'hui, vous avez la chance de rencontrer l'homme qui est devenu, puis c'est un vraiment bon gars, je suis content, c'est un homme serein de 32 ans, je pense qu'il est maintenant, que j'ai rencontré, qui habite en Australie, qui est fiancé, qui travaille là-bas, qui est impliqué dans le hockey en Australie et qui est super articulé, super enthousiaste, puis j'ai vraiment fait comme oui, c'est ça, tu sais, j'aime ajuster, updater le software par rapport à Benjamin Bro pour faire comme OK, non, tu sais, c'est facile de le cristalliser comme l'espèce de jeune pas tête folle, là, mais tu sais, un peu qui était dans le documentaire. Donc, très content d'avoir rencontré. J'ai rencontré un gars vraiment smart. Comme j'ai dit, c'était le 15 octobre 2020.
Et avec le time difference, il était à Perth et j'étais à Montréal. Je pense que je sais que j'ai beaucoup parlé, mais il y avait beaucoup de mise en contexte. Ah oui, aussi on vous garde une petite surprise. Dans un moment, on va parler d'une entrevue de Ben Bro. Faites pas le saut, mais on a inséré l'interview. On l'a inséré l'interview, c'est pas pareil. On a inséré l'entrevue dans le podcast pour améliorer la compréhension de la chose. Donc voilà, je pense qu'on s'était pas arrivé souvent, c'est pour ça que je le mentionne, pour pas que vous fassiez une petite crise du cœur. Sinon, c'est cela. J'allais dire je vais faire ce cours. Ça, on repassera pour la concision. C'est un mot, je pense pas. OK. Donc voilà. 1 an et demi après notre premier contact, voici Benjamin Brault. Drette sur le tape avec David Bocage. Ça va? Ouais, ça va très bien, merci. Là, faut que les gens sachent que pour moi, il est 9h du matin, mais pour toi, il est 9h du soir. Exactement. Le début et la fin. Dans la même journée, ouais. Dans la même. Oui, c'est rare qu'on est dans la même journée aussi avec l'Australie. Des fois, on est très rare. Mais en fait, comme c'est ça, on est en fait rentré en contact l'année dernière parce que moi, ma sœur habitait à Adélaïde les 5 dernières années. Puis je t'avais contacté pour savoir si t'étais pas loin de ça, mais finalement, t'es à combien de temps d'Adélaïde? T'es dans quelle ville puis à combien de temps de... Je suis présentement à Perth, c'est là que je demeure pour de bon maintenant. Puis Adélaïde, c'est, je te dirais 2 heures, 2h30 de vol. C'est ça. Alors, pas plus que ça? C'est loin. Pas plus que non, ça? Parce que de Sydney, c'est déjà une couple d'heures jusqu'à Adélaïde, puis là, une autre couple d'heures. Ouais. Il y a comme un côté, tout est vraiment sur la côte ouest. Ouais. Direct sur l'océan Indien. Pas plate, comme on dit. C'est ça. C'est malade. Ouais. Comment, ben là, j'écoute tellement d'affaires à te demander parce que ça n'a pas de sens, mais comment ça se passe en ce moment là, avec la pandémie, l'Australie? C'est un peu particulier, là, comme un peu tout le monde, mais nous autres, à Perth, je te dirais que tout est à la normale. C'est pas comme Melbourne. Melbourne a eu une seconde vague qui est sortie. Là, récemment, je pense cette semaine, New South Wales, qui inclut la ville de Sydney, ça a recommencé un peu avec un peu plus de cas qui se sont montrés. Mais à Perth, je te jure, c'est parfait. Il y a rien. Les restos sont ouverts, les bars sont ouverts, je peux faire mes moves sur les pistes de danse. Non. Non, c'est complètement normal. Il n'y a pas de masque, il n'y a rien. Ah! Il n'y a même pas de masque dans les magasins ou rien? Non, tout est... Là, j'arrive justement du Costco, puis c'est une jungle. Puis il n'y a pas de masque. Tout est à la normale. On n'a aucun cas. En fait, je pense que c'est ça. C'était lundi ou mardi qui disait que ça faisait 6 mois qu'on n'avait pas eu de cas par la communauté en tant que telle. Ça a été tous des étrangers quand ils sont arrivés de leur vol, qui ont été mis en quarantaine directement pendant 14 jours à Perth, puis après ça, ils sont partis. Wow! Fait que c'est quand même exceptionnel parce qu'il y a quand même beaucoup de monde là à Perth. Ouais, je pense que c'est juste au-dessus de 2 millions. Sauf que un des trucs que l'État, là, ça se peut je me trompe, mais je pense qu'en français, c'est l'Australie occidentale que ça s'appelle, le Western Australia. OK. Puis, dans le fond, notre État de Western Australia a complètement fermé ses frontières avec tous les autres États. Fait qu'il y a personne qui peut rentrer de Melbourne ou Sydney juste pour venir visiter la famille ou travailler ou peu importe. Faut que tu aies des raisons exceptionnelles. Puis, donc, c'est comme si tu prendrais un exemple comme ça, là, c'est comme si la Colombie-Britannique dans l'Ouest canadien décide il y a plus personne du Canada qui peut rentrer dans mon pays, dans ma province. Ouais. Sauf pour des situations exceptionnelles. Et visiblement, ça a fonctionné parce que ici, mon gars, c'est la pagaille. Là, c'est la deuxième vague, deuxième confinement. C'est pour ça que j'ai le temps de t'appeler par Zoom parce que les chances que tu passes ici physiquement sont rares. Mais là, je fais en fait, j'ai le temps de le faire parce que là, je suis chez nous parce qu'on est en deuxième confinement. T'as pas le droit de rentrer nulle part sans ton masque. Les arénas viennent d'être refermées. Fait que là, les sports collectifs, ça sera pas pour plusieurs mois là, de ce qu'ils nous ont laissé croire la semaine dernière. Fait
on n'a vraiment pas la même vie, là. Tu sais, comme toi, en ce moment, tes games de hockey. Ah non, ça... ben, justement, pour les games de hockey, nous autres, vu que la saison de la Ligue nationale de l'Australie a été cancellée complètement, tous les joueurs de la région de Perth, on a décidé de joindre la ligue qui s'appelle Prem League. C'est la ligue la plus forte locale à Perth. Okay. Puis moi, je joue là-dedans depuis le mois de mai. Puis ça a coupé un petit peu pendant une couple de semaines. Mais le reste, là, regarde, je suis en pleine finale, là, puis on a gagné notre premier match vendredi passé de la finale de 2-3, puis si on gagne demain, ben on gagne la coupe, là. Puis il y a des partisans, mais t'étais déjà trop fort pour la meilleure ligue d'Australie, t'es dans une ligue de garage en dessous de la ligue d'Australie. Ouais, ben là, disons que je me donne pas trop, hein. Tu restes poli. Ouais, j'essaie, là. C'est sûr qu'en finale, je me suis donné un petit peu plus la semaine dernière, là, mais... la compétitivité embarque. Wow, fait que côté... Parce que j'ai entendu dire aussi, parce que ma sœur, là, est rendue en Belgique, parce qu'elle a fini son doctorat, puis elle me disait que l'Australie, là, côté barrière aussi, tu peux pas rentrer ou sortir d'Australie, là. Apparemment que ça prend vraiment... Ils laissent pas les Australiens partir, les vols coûtent une fortune. Ils ont vraiment barricadé toute la patente, là. Ouais, absolument. Comme tu dis, c'est... Tu vois, nous autres, on a fait un peu comme, je te dirais, qu'est-ce que Québec font, là, avec les zones rouges, zones, j'imagine, orange et jaune, là, je sais pas trop, mais, on l'a fait dans notre état aussi. Sauf que c'est ça, comme je te dis, là, depuis 6 mois, c'est retour à la normale, tout marche, là. Wow, c'est vraiment impressionnant que ça fonctionne. Juste avant qu'on commence le podcast, tu me disais que tu viens de revenir à la maison, là, tu as fait des courses, tu reviens de la job. C'est quoi ta day job? C'est quoi que tu fais ton métier en Australie, dans le fond? Ouais, fait que depuis que je suis arrivé à Perth la première fois, j'avais commencé comme juste un laborer qu'on appelle là, dans une cour de recyclage de métaux. Au début, c'était juste pour faire mes 4 mois de la première saison, puis après ça, je savais que j'allais retourner au Québec là, pour une autre saison, mais non, je suis revenu à Perth. J'ai la même job, sauf que là, depuis le mois de février, j'ai été promu comme superviseur de mon espace, dans le fond. Là. Non, j'ai des super bons boss. C'est une job qui est assez relax. Je fais du 7 à 4h30 du lundi au vendredi. La job me suit pas à la maison. Puis j'étais avec des bons collègues de travail, puis ça va super bien. Fait que dans ce côté-là, c'est super. Physique? C'est un peu physique. Par contre, depuis que je suis superviseur, disons que je délègue un petit peu plus. T'es plus col blanc que col bleu. Ouais. Par rapport à parce qu'on va venir plus tard à ton parcours qui t'a mené en Australie, mais par rapport au hockey là-bas, c'est quoi le nom de la ligue en Australie? À date, le seul gars qu'on a reçu, c'est Maxime Langelier, avec qui c'est toi qui m'avais mis en contact parce que j'étais Ouais, super bon gars. Super bon gars. J'étais à Melbourne, je pense que c'est à Melbourne qui est lui. Oui, Melbourne. Puis dans le fond, on avait parlé un peu avec lui, mais le nom de la ligue, puis toi, dans le fond, t'es-tu le Reggie Dunlop de ton équipe? T'es-tu le joueur-entraîneur ou t'es... Ouais, ben... fait que la ligue, c'est la ligue AIHL, qui est pour Australian Ice Hockey League. Ça peut aussi être connu comme la National League de l'Australie, là, parce qu'il n'y a vraiment pas d'autres ligues dans le pays. Mm-hmm. Puis c'est les top joueurs de chaque état, de chaque ville qui joue contre. Par contre, Reggie Dunlop, ben c'est drôle parce qu'au mois de... Encore, ben dans le fond, je me suis fait promouvoir pour mon nouvel emploi en même temps, dans le même meeting que je me suis fait dire que j'allais être entraîneur-chef de l'équipe. Parce que par les mêmes personnes? Parce que j'étais assis à une table avec le directeur gérant du club, avec le gros sponsor de l'équipe, qui est mon employeur. Wow, il y a vraiment un côté communautaire qui est indéniable dans tout ça. Ouais. By the way! Ah, puis tu peux-tu amener aussi les liqueurs à l'aréna en même temps que tu y vas? Hey, merci, là. Il y a un côté... Ouais. Non, c'était un bon meeting, mais oui, dans le fond, le plan, s'il n'y avait pas eu la COVID, la pandémie, le plan, c'était que j'allais jouer comme un importé, parce que dans la ligue, tu as le droit à 4 importés. Sur la feuille de match, tu peux en avoir jusqu'à 6 qui sont c'est le payroll, disponibles pour ton équipe. Ouais, c'est ça. Sauf que c'est ça. Puis il m'avait dit, ben on va te mettre comme entraîneur-chef, puis mais on va... Dans le fond, tu décides quand tu veux jouer. Les plans, c'est que tu coaches, là, mais si tu sens que il y a un importé que tu pourrais asseoir pour un match, si tu veux rentrer, ben c'est toi qui décides. J'ai dit, bon, ben... Sauf que j'ai pas encore... Ouais, vas-y. Mais toi, t'aurais voulu jouer, j'imagine, non?
J'aurais voulu jouer, mais j'étais plus que content selon les circonstances des dernières années, comme avec les coachs qu'on avait. Ouais. Je pense que j'en avais plus à donner en tant que coach à ce stade-ci qu'en tant que joueur. C'est drôle à dire, là, mais c'est juste que on s'est tellement rendu proche l'année dernière en perdant dans le match final, parce que c'est juste une game là, en Australie pour la game de finale. C'est juste une game, ok, ouais. Ouais, fait que dans le fond, à la fin de la saison régulière de 28 matchs, c'est un qui joue 4, 2 qui joue 3 le samedi, puis les 2 gagnants s'affrontent le dimanche. C'est fini. Ok, c'est vraiment un tournoi là, mineur, de type hockey mineur. Là. Ben, c'est sûr que c'est do or die. Là. Tu gagnes, puis tu continues. Fait que nous autres, pour la première fois de la franchise, on s'est rendu en grande finale. Puis ça, là, après mûre réflexion, après la saison, là, je pensais que j'ai comme mis la puce à l'oreille au DG que je pense qu'il serait temps qu'on change de coach. Puis là, il me disait on met qui, on a personne là. Ouais. J'étais comme site là. je peux le faire là. Puis je voulais faire joueur-entraîneur, mais après une couple de discussions, il avait dit si on prend la décision de faire ça, on veut te mettre en tant que coach principalement, mais. Puis si jamais il y a des blessures, des trucs, tu peux fill in. C'est ça. Mais il faut que tu aies un certain niveau vraiment au-dessus des autres joueurs, je pense, pour aussi être joueur-entraîneur, pour avoir cette autorité-là, je pense, que tu avais. Ouais, faut qu'on. Ouais, faut ça. Faut avoir joué la game, faut l'avoir compris, puis faut avoir joué dans des niveaux qui sont quand même assez élevés, là, que je dirais que tous les niveaux professionnels, ça pourrait être assez bon pour être coach d'une équipe en Australie, là. Mais pour les gens qui nous écoutent au Québec, c'est que tu compares le calibre de la Ligue à quel calibre au Québec? Ouais, c'est bizarre, là. Dans le fond, c'est quasiment une ligue de junior 3A avec du junior majeur, mais des gens plus âgés. Donc, ça peut jouer plus physique que ces ligues-là, là. Ouais. Okay, c'est quand même physique. C'est quand même physique. Il y a quand même des bons joueurs. Puis la ligue, elle évolue tranquillement, mais sûrement. Là, moi, ça fait j'ai joué 4 saisons à Perth. Puis déjà, entre la première et ma dernière année, il y a eu une grosse différence en tant que juste on regarde surtout le calibre des locaux. Les importés sont tous très forts. Tu arrives ça, puis t'as du monde qui arrive moi, j'arrivais de la France. Max, il arrivait de la France aussi, l'Angélé Parent. T'as du monde qui arrive de plus grosses ligues en Europe, puis des joueurs de la Ligue américaine, East Coast. Fait que, mais c'est plus au niveau des locaux. Ouais, c'est ça. La façon de voir l'évolution, c'est plus au niveau des locaux. Hein. Y a-t-il des batailles dans la Ligue ou non? Ouais, tu peux. Donc. Tu peux. Si tu te bats, t'es en dehors de la game. Dans le fond, c'est comme si tu donnais un 5 puis un 10 game. Un 10, ouais, puis t'es out. Tu sers pas 15 minutes, là, t'es out. Ouais, c'est ça, t'es vraiment... si tu te bats dans les 10 dernières minutes de la 3e période, t'es out de la game que tu t'es battu plus la prochaine game que ton équipe va jouer. Puis, ça t'es-tu arrivé de te battre? Non, mais j'ai vu des incidents où on avait un de nos gars, c'est un gars de l'ouest de l'Ontario, l'ouest du Canada. Tout ce qu'il a fait, c'est il a pogné l'oreillère du casque du gars, il a commencé à shaker un peu, gauche à droite, en avant, en arrière. Mm-hmm. Puis il a jamais droppé les gants. Puis les arbitres ont donné une bataille. Fait que l'interprétation d'une bataille en Australie, c'est un peu bizarre, là. Ouais, c'était différent de ce que tu étais habitué dans le jeu. Ligue nord-américaine. Hein? Ouais, c'est ça, genre dropper les gants et se battre. Donc, bref, Caleb, oui, ça aussi, je te demandais ça. Je vais te demander par rapport à beaucoup de gens qui se demandent, tu sais, vu que c'est une ligue, tu sais, 28 games, bon, il y a un côté semi-pro à ça. Tu sais, là, tu étais joueur, mais là, tu vas être entraîneur. Est-ce que les joueurs, vous pouvez comme un peu faire de l'argent avec ça? Tu sais, c'est un peu payant, je crois, dans cette ligue-là, ou... tu sais, dans le sens que non, c'est pas. Ouais. Non, c'est pas payant. Je pense que pas mal chaque club ont le même concept pour les importer. Ou donc c'est on t'invite à jouer pour nous autres
là. Mais tu sais, c'est t'arrives puis t'as pas de job, puis j'ai connu une couple de gars qui sont allés là que c'était pas sécure encore, puis après une couple de mois qui se sont fait niaiser, sont partis là. Mais en général, les bons clubs, là, je te dirais Perth, Mustangs, ils ont un bon setup pour les importer, vraiment incroyable. Sydney, les deux clubs, Newcastle, puis normalement ils vont te mettre dans une job c'est relax là, où l'équipe a des bonnes connexions avec. Puis le salaire minimum en Australie, c'est quoi? C'est genre 22 piastres, là. Puis là, le coût de la vie est plus cher. C'est parce que le coût de la vie. Le coût de la vie peut être plus cher. Le coût de la vie peut être plus cher, mais tu sais, j'essaie de penser juste à quand que je suis venu ma première fois, mon premier 4 mois, là, tu vis bien, là. Ouais, tu vis bien. Tout ce que tu payes, c'est ta bouffe. Puis tu sais, nous autres à Perth, chaque match à l'extérieur, t'es dans l'avion. Chacun des matchs. Tu peux pas. La ville la plus proche est Adélaïde. J'ai tout le temps le goût de dire Adelaide parce que c'est comme ça qu'on dit en anglais. Ouais. Mais tu sais, on prend l'avion, on est dans, comment t'appelles ça là quand t'attends ton vol, puis tu sais, mettons la Air Canada Lounge là ou peu importe, tu sais, dans le même là. Fait que avant chaque vol, on est dans le lounge, puis on prend l'avion comme des champions, puis tu sais on est bien logé sur la route, on est bien nourri sur la route. Fait que c'est vraiment, les dépenses sont énormes parce que c'est tellement gros comme pays. Puis il y a genre 6 clubs, tu sais. Fait que si tu vas jouer à Sydney, man, c'est comme. Ouais, 8. Aller jouer dans les prairies, là, tu sais, ça n'a pas de sens, là, tu sais. C'est comme. Ouais. C'est ça. 8 heures d'avion? Non, 8 clubs dans la ligue. OK. 8 clubs, OK. Tu sais, aller à Sydney, ça va être un 6 heures d'avion, genre, tu sais, je sais pas. Ouais, 5,5, 6, ouais. C'est comme aller jouer à Vancouver puis revenir, ça n'a aucun sens, là. Ouais, normalement, on partirait le vendredi soir. On coucherait à l'hôtel. Le samedi, on joue à la game. Couche à l'hôtel. Dimanche, je joue à la game encore à Sydney ou en région. Des fois, c'est à Newcastle, qui est juste à 1h30 au nord de la ville de Sydney. Puis, normalement, le lundi matin, on reprend l'avion pour... je sais pas si t'entends l'avion qui passe, là. Non. Non, OK, c'est bon, parfait. Non. J'habite pas loin de l'aéroport, mais c'est bon, tant tu l'entends pas. C'était dans le sujet, en tout cas. Ouais, c'est ça tombe bien. Fait que c'est ça. Ça fait des gros week-ends, sauf que c'est une ligue qui est faut que les clubs trouvent des bons sponsors. Puis comme notre plus gros sponsor de l'équipe, là, c'est le genre de situation où si tu perds ce sponsor-là, il n'y a plus de club pantoute, là. Ouais, non, c'est ça, c'est vital, là. Fait que dans le fond, c'est plus, ils te permettent, ils te donnent une vie puis une manière de fonctionner plus qu'ils te donnent de l'argent comme tel, là, dans le fond. Comme je me souviens, on avait des bonus de victoire, là. À chaque victoire, les importés faisaient 50 piastres, ou des fois, c'était un gros match, on allait voir le DG puis on disait, faut battre cette équipe-là, on double, là, c'est 100 piastres chaque importé, ou ben, amène-nous une caisse de vin, là, de notre sponsor. C'est pour ça ton 2 points par match ta première année. C'est ça. Ouais. Très intéressant. On va revenir à l'Australie un petit peu plus tard dans ton parcours, mais je voulais rentrer dans le vif. Beaucoup de gens, c'est drôle parce que beaucoup de gens te connaissent ou ont appris qui t'étais par le documentaire Junior. Ben oui. Qui est un documentaire qui date maintenant de 2007, si je me trompe pas. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est un documentaire de l'ONF qui suivait le Dracor de Bécomo, équipe junior majeure pour laquelle tu jouais à l'époque, durant toute la saison 2005-2006. Il y avait accès à tout, comme une mouche sur le mur. Et il y avait vraiment la Q avait donné accès complet. Et ça, c'était la saison 2005-2006. Il suivait les coulisses, tout ça. Et le concept, si on veut, du documentaire, c'est que ça ne montrait aucune scène de hockey. Il y avait aucune scène de glace. C'était que les coulisses du junior majeur. Juste quand j'ai dit junior, ta face t'as fait un sourire en coin. Quand je te parle de ce documentaire-là, qu'est-ce qui te vient en tête? Beaucoup d'affaires, beaucoup de péripéties que les caméras ont captées puis que pas nécessairement ont été montrées dans le film, là, mais... Qu'est-ce qui te vient en tête, comme par exemple? Je me souviens une soirée, je pense que c'était... je me souviens du nom de la fille, c'était Isabelle, puis son conjoint qui était... il y avait une personne sur le micro, puis l'autre personne sur la caméra, puis les deux qui suivaient l'équipe au complet, puis... à
reçois un appel un soir, puis je venais juste d'avoir de souper avec ma pension, puis il me disait, hey, ça te dérange qu'on vienne là, là? Je fais, ben, ouais, là, c'est correct, ça me dérange pas, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je m'en vais souvent où ce que j'habitais, j'allais dans un spa, il y avait un beau petit spot setup avec un gazebo, puis il y avait de la musique, puis moi j'allais là, je mettais de la musique tranquille, je m'installais dans le spa, puis je relaxais là, tu sais, après mettons un jeudi soir, après une grosse semaine d'entraînement ou peu importe. Ouais. Puis sont venus, ils ont ouvert les vitres du gazebo, ils ont seté up la caméra qui moi j'étais juste, tu sais pas sa caméra un peu ça, j'étais de même dans le jacuzzi, tu sais. Les jets, ah ouais, puis il y a aucun son, là, ils me posent pas de questions, rien, ils font juste me filmer. C'est juste Fait que moi, j'étais installé avec ma petite musique country, j'ai l'air d'un king, tu sais. Le jeune millionnaire à Debé-Como. Ah non, mais tu sais, c'est genre plein de petites histoires de même où ce que je fais juste repenser dans où ce qui était. Puis tu sais, ça a été une saison où ce que on a vraiment passé à travers des périodes difficiles. On n'avait pas un super bon club. Fait que il y a beaucoup d'affaires qui sont arrivées, puis il y en a ben, surtout deux dans le film que je peux penser là, avec les deux Ryan qu'on avait dans l'équipe, là, un avant la photo d'équipe. Ouais. Avec Ryan Hand, puis l'autre avec l'échange qui a été un double échange, mais que l'organisation était aucunement au courant. Là. Ouais. Les deux. Ça a été un peu rough, là, mais ça a été un peu une. Je te dirais que s'il fallait que tu prennes ce film-là, là, c'est pas ça qui se passe dans tous les clubs à toutes les années. Là. S'il y a eu des événements dans cette année-là où comme avant la photo d'équipe, là, ça arrive pas souvent. Là. C'était une situation un petit peu particulière. Pour remettre en contexte, c'est que l'équipe s'apprête à prendre la photo d'équipe. Donc, tu sais, tous les gars sont en train de se mettre du gel puis de mettre leur chandail. Puis juste à quelques mètres de là, dans le bureau du coach, t'as sur le téléphone le proprio, le DG, le coach assistant coach qui veulent en fait renvoyer un des joueurs qui considèrent à problème, ou pour citer Éric Messier, une pomme pourrite. T'as le dit, c'est une pomme pourrite. C'est un cancer. C'est un cancer. C'est ça. C'est ça qu'il dit. Hey, Grim, tu quotes bien ton profil. D'ailleurs, ça, c'est une de mes plus grandes frustrations. Éric Dubois et Éric Messier sont passés au podcast dans les dernières années. Mais le film, ça faisait tellement longtemps que je l'avais vu que comme, je me souvenais pas que c'était eux, là, tu sais, puis Éric Messier, il est tellement à Sorel depuis longtemps que ça m'a fait chier parce que je n'ai pas eu la chance d'en parler au gars, puis je suis comme, non! On l'a réinvité, là, tu sais, parce que Pierre-Luc, le fils à Éric, est devenu une superstar de la NHL. Moi, ça, c'est une autre affaire. Ben oui, je me souviens qu'on pratiquait à Baie-Comeau puis qu'il embarquait sur la glace avec, juste après nous autres, juste pour avoir plus de temps de glace. Il était tout jeune, puis il avait tout le temps de glace qu'il voulait. Ça a marché, moi, de dire. Ça a marché. Fait que bref, ça pour dire, fait que là, finalement, il décide de renvoyer AJ, mais aussi, ça, c'est des affaires que je fais comme, ça serait plus fait de même, là, mais tu sais, Eric, il rentre dans le champ pis il dit, t'as tous les gars assis avec leurs ouais, mais hey, t'as un peu, là, je vais t'interrompre vite fait, là, c'est que, faut que tu mettes en contexte dans le film, là, ce que tu te rends pas compte, c'est que le temps qu'on se prépare, qu'on met notre beau gel dans les cheveux pis que les autres ont le meeting, là, nous autres, on est dans le vestiaire, on est en tête par en bas parce que ça fait, je sais pas moi, 8 défaites de suite qu'on a, mais le temps qu'on se prépare puis que Éric Dubois rentre dans la chambre, là, on parle de 45 minutes, là. On est dans la chambre puis on attend, c'est silencieux, là. Puis là, tout d'un coup, la porte à l'eau. Boum! Ah, vas-y. Ben, il fait juste pointer le gars en question, dont il parlait avec le proprio, puis il dit, you go home! Les gars, sortez de la photo. Tu sais, il fait juste dire, you go home, I talk to you later. Puis là, le gars, il est comme, what? Parce qu'il y avait un incident où il avait bu sa route, puis blablabla, puis c'était un mauvais leader, tout ça. Puis, je sais pas, toi aussi, de ton point de vue que t'étais joueur, est-ce que t'étais d'accord avec ça, tu sais, qu'il renvoie ce joueur-là, tu sais? Ben, je sais que le coaching staff avait été extrêmement patient avec lui pendant la saison, puis c'est juste venu à un point où c'était comme le temps, là. Ouais. C'était pas juste un événement, c'était plus une série d'événements, puis à un moment donné, ben, ils ont comme fait non, on veut pas sa face dans la photo d'équipe, puis c'est that's all, mais c'est juste que là, on est au stade, l'entonnoir s'est refermé un petit peu, puis là, ben, c'est le temps qu'on fasse de quoi, là. Fait que. Comment, tu sais, toi, c'était une grosse année pour toi, c'était quand même ton année de repêchage, il y avait un certain stress, comment t'as trouvé ça d'avoir des caméras sur toi pendant 1 an, tu sais, ton année de 17 ans, c'est quand même un flow, là, quand tu y repenses en tant qu'adulte. Comment t'as trouvé ça d'avoir les caméras
sur toi pendant 1 an, tu sais, non-stop. Est-ce que, un moment donné, tu oubliais les caméras? Comment t'as vécu cette expérience-là? Ouais, ben, au début, c'était un petit peu tannant parce que, tu fais des affaires personnelles comme être dans ton jacuzzi, là. Mais, au début, c'était un petit peu tannant, mais après ça, c'était juste, je les ignorais parce que dans le fond, là, quand ils faisaient leur filming pis tout ça, ils disaient pas un mot. C'était vraiment comme tu l'as dit tantôt, là. C'est comme une mouche sur le mur, sont là, mais c'est tout, là. Fait que, à un moment donné, j'ai comme zoné out un peu, puis après ça, ben, je voyais plus vraiment dans le cadre, là. C'était Ben non, oublié, c'était... finalement. Ah, Éric Ouais. Dubois. C'est qui m'a parlé de ça? Je sais plus qui m'a dit que. Je sais pas si c'est Éric Dubois ou qui me disait Manny, il disait, je pense au réalisateur, j'ai pété une bonne coche l'autre jour, t'aurais aimé ça pour ton film, tu sais, puis il a dit on était là, on l'a filmé, puis comme tellement qu'il a oublié qu'il était là, tellement qu'il était rendu comme il se fondait dans le décor. Ouais, ça devait être une des shots à Rimouski, ça, celle qui est sur le vidéo. Ouais, ça se peut, ouais. On avait pété une bonne. Are you scared cause RJ's not Tristan? Ouais, c'est exactement ce shot-là. Est-ce que, parce que tu sais, t'étais quand même jeune, mais est-ce que t'étais, tu sais, dans un docu, là, il y a des protagonistes, là, tu sais, je veux dire, il y en a dans, tu sais, des gars qu'on suit, tu sais, il y avait justement le gars des Maritimes qui veut juste se retourner proche de chez eux, qui était échangé, il y avait, mettons, La Montagne qui était échangé à Bécomo, qui était un prospect. Toi, c'était ton année de repêchage, fait que tu voulais performer, tu avais tes agents, Est-ce que tu étais conscient que tu étais un peu un personnage là-dedans, tu sais, ou si on veut, tu sais, où tu étais le gars que c'est son année de repêchage qui a des espoirs pis tout ça? Ben, honnêtement, je te dirais, Dave, j'avais aucune idée. Ils ont tellement filmé de choses, là, que j'avais aucune idée à un moment donné c'est quoi qu'elle allait prendre, c'est quoi qu'elle allait pas prendre. Toi, tu ils s'en savais vont pas, dans quelle là, direction. Non, du tout. Du tout. La seule affaire, c'est que moi, j'avais signé un papier qui disait leur donnant carte blanche, j'imagine, là, dans le sens où ils pouvaient me suivre partout, là. Puis si je me trompe pas, François Bouchard, qui avait aussi 17 ans, puis que c'était son année de draft, je pense qu'il l'avait pas signé, ça. Ah. Je pense, mais me semble. Puis dans le fond, en donnant carte blanche, ben c'est qu'il allait te suivre partout, mais pour être franc, j'avais aucune idée dans quelle direction qu'il allait amener ce film-là. Puis c'était sur le coup, c'était un peu bizarre parce que la première fois que j'ai vu le film, c'était c'était au cinéma à Bécomo, puis faisait comme une première. Ouais. Puis dans le film, j'étais comme Chris, me semble, ça me fait pas bien paraître ça. Là, tu sais, puis c'est mon année de draft, mais je pense qu'il était sorti après le film. Il est sorti l'année d'après, je pense. Il était sorti l'année d'après. Mais j'étais comme yo, man, j'ai pas l'air bon là-dedans. Parce qu'il y avait eu évidemment la portion où apparemment j'étais dans un club à Bécomo jusqu'à 3 heures du matin la veille d'une game. Ouais. Quand que vraiment je me souviens plus du nom, mais c'était une salle de billard. Puis j'avais été prendre une grosse bière avec un de mes chums puis une fille. Puis j'étais revenu à genre 10 minutes en retard dans mon curfew. Sauf que Bécomo, c'est tellement une petite communauté. Ouais. Super bon monde, là, mais c'est juste que les rumeurs peuvent se propager très rapidement. Puis finalement, ben ça a été que j'étais sur le speaker box au bar L'Entrepôt à Bécomo. Puis là, j'étais comme aïe aïe. Puis en plus, le lendemain, je finis avec un but, une passe ou un but, 2 passes. Ou quoi, j'avais une belle soirée puis tout. Puis finalement, ben cette petite soirée-là, ça avait un peu tout ruiné parce que là, après ça, ben l'équipe se met en contact avec un des gars de pension qui était policier. Là, puis là, lui, il était en charge de voir si j'étais dans un bar le soir. Puis là, j'ai comme alors, j'étais à ma pension, dans mon jacuzzi. J'ai de la musique country. Demandé au Réal. Ouais, comment t'as trouvé ça? Tu sais, je pense que aussi les réalisateurs, c'était pas accidentel qui ont choisi Bécomo, tu sais, comme destination parce que, tu sais, si pour n'importe qui qui connaît le junior majeur, tu sais, jouer au junior majeur à Québec, c'est une chose. Tu sais, t'es dans une ville, tu sais, un petit peu plus, tu peux un peu te fondre dans la masse. Mais il y a quelque chose avec ton équipe junior quand tu vas un petit peu plus loin en région où c'est tellement fort dans la communauté, t'es comme instantanément une personnalité publique. 100%. Tu sais, on te voit là quand tu sors de
on sort de la game puis les filles viennent te parler puis moi ça me fait rire parce que c'est 2005, fait que les mèches, les belles mèches comme en 2005, ce n'est pas sans rappeler des bons souvenirs. Et donc tu sais la mode, c'est malade, comment ça vieillit mal. Puis puis tout ça, mais comment t'as trouvé ça de jouer dans tout cet aspect-là très communautaire qui est super le fun quand ça va bien, mais mon Dieu que c'est comme ça peut être rushant quand ça va moins bien. T'sais. Moi j'ai vraiment aimé mon expérience à Bécomo. Ça a été super. J'ai eu Éric Dubois comme entraîneur-chef pour 3 de mes 4 années. Il était entraîneur adjoint ma première année comme recrue. Après ça, avec Éric Messier comme assistant coach, ça a été c'est lui qui m'a vraiment appris comment jouer en désavantage numérique. Lui, c'était une de ses spécialités avec dans la LNH. Ouais. Puis super belle pension avec Daniel Pigineau. Puis j'ai créé des super belles amitiés pendant ces années-là. D'ailleurs, il y en a ma meilleure amie vient de Bécomo. J'y parle encore, on se parle 2-3 fois par semaine. Encore aujourd'hui. Fait que j'ai créé des bonnes amitiés, puis c'est ça, c'est du très bon monde. Mais comme tu dis, quand ça va négatif, ça peut se propager négativement très rapidement aussi, mais en même temps, faut que tu fasses attention, là. Moi, j'ai pas été trop attentif. C'est parce que aussi, c'est une équipe qui est un peu malchanceuse parce que par sa géographie, les joueurs vedettes, souvent, ils vont pas. Tu sais, c'est eux qui ont pêché Nathan McKinnon, mais il est jamais allé, tu sais, parce que ils ont pas le gros bout du bâton, tu sais, avec les joueurs vedettes, avec les, tu sais, Rimouski sont comme à la limite où ils peuvent aller chercher les Crosby, tout ça, parce qu'ils sont plus centrales, mais Bécomo, attirer des super vedettes, c'est tellement difficile que c'est tough. C'est l'argent aussi, c'est le budget, là. Bécomo a pas le même budget qu'Halifax, puis Rimouski, puis Québec, là, mais... Qu'est-ce que je vais te demander? Ah oui, c'est ça parce qu'à un moment donné, ça c'est drôle, là, parce que je me souviens, en plus, je sais pas pourquoi j'ai vu ça, puis je pourrais pas te dire où est-ce que je l'ai vu, mais, tu sais, à la fin, t'avais été échangé à Québec, à la fin de ta carrière junior. Ouais. Puis, man, ça c'est vraiment une affaire, là, de petits journalistes, là, de gossaillage de village, mais j'avais revu une entrevue qui était comme, oui, alors, je pense que t'avais rejoué à Bécomo, puis il était comme, ouais, apparemment. Je sais exactement de quoi tu parles. Vas-y. OK, ben écoute, dis-moi, corrige-moi si je me trompe, mais c'est comme toi qui est comme fait une genre d'entrevue entre les périodes, puis là, t'as genre un petit journaliste un peu genre cocky, puis je sais pas s'il est fâché ou amer ou quoi, mais ouais, Benjamin, apparemment qui t'aurait dit qu'à Québec, t'as mangé un steak comme t'en as jamais mangé à Bécomo, nana. Je me souviens, ta face permanente, tu dis, est-ce que je sais vraiment pas où tu t'en vas avec l'entrevue? Ouais. Ben, je vais te conter l'histoire au complet parce que est-ce que tu l'as vu? C'est quand que tu l'as vu cette entrevue-là? Parce que honnêtement, t'es supposé avoir été supprimé. C'est sûr que ça fait des années, mais j'aimerais ça la retrouver, man. Eh oui, mais c'est sûr que ça existe. Le web a la mémoire très longue. Oh que oui, Internet a la mémoire longue. La preuve, on a retrouvé l'entrevue et ce, dans son intégralité. On vous la met ici, c'est un petit 3 minutes, mais ça permet de vraiment bien comprendre tout ce qui s'en vient dans le podcast. Voici donc l'entrevue malaisante de Benjamin Brault qui s'est passée alors qu'il retournait à Bécomo dans l'uniforme des Remparts de Québec. Malaise, go! On est de retour au centre annuel Leonard de Bécomo. C'est présentement 3-2 pour les Remparts de Québec. Avec moi, le numéro 36, Benjamin Brault. Bonsoir, Benjamin. Salut. Bonsoir, Benjamin. Tu reçois beaucoup d'amour du public de Bécomo ce soir. Pourquoi, selon toi, les gens t'ont eu à chaque fois que tu touches la rondelle? Bécomo, c'est des gens extrêmement passionnés. Ils veulent essayer de déranger l'adversaire. Puis, jusqu'à présent, je pense qu'ils font un excellent travail. On a eu une défaite hier, puis jusqu'à présent, le Dracor n'a pas lâché dans ce match-ci, fait que ça va quand même assez bien. On va peut-être te donner quelques indices pourquoi que les gens sont pas contents. Et entre autres, tu viens de prendre une punition, entre autres, pour un double échec par arrière, malheureusement. Et puis, il y a eu l'incident de M. Guillemette aussi, qui a peut-être choqué un petit peu les spectateurs. On disait que c'était pas intentionnel. C'était quoi ton intention, toi, lorsque tu l'as poussé dans la bande? Je n'ai pas vraiment un gros commentaire à faire là-dessus. Là. Il n'y a pas eu de poussée en tant que tel. De toute façon, je ne suis pas ici pour commenter sur le malheureux incident qu'il y a eu avec Guillemette. Il y a peut-être un autre aspect peut-être qui a dérangé un petit peu les gens. Il y a beaucoup de rumeurs qui ont couru à ton sujet à la fin de la saison l'année dernière. Tu as même réagi dans certains journaux aussi. On se demande tout simplement qu'est-ce qui est arrivé. Est-ce que tu peux remettre les pendules à l'heure? On dit que tu as peut-être tenu à l'esprit d'équipe.
entre autres avec François Bouchard. Peux-tu remettre les choses à l'heure pour les partisans? Je comprends pas trop le but de l'entrevue en ce moment, là. Il n'y a pas eu d'incident l'année passée, mais par contre, tout ce que je peux dire, c'est que on a un excellent match à jouer. Puis, il nous reste une période à jouer. Je comprends, c'est un sujet tabou à la fin de saison l'année dernière. On peut pas en parler. Ah, mais on s'assoira ensemble après l'entrevue, puis après la série, puis on s'en reparlera. Les fans aussi se demandent pourquoi, après t'avoir supporté pendant tant d'années, tu t'es pas présenté au 5-7 à la fin de la saison l'année dernière pour remercier les fans. Ça a dérangé plusieurs personnes. As-tu une explication? Encore une fois, l'année passée, c'était l'année passée. Puis tout ce que je peux dire, c'est tout simplement malheureux à ce qui se passe en ce moment. Mais de toute façon, je demeure très calme. Puis j'ai un match à jouer ce soir sur la glace. Mais tu sais, c'est comme je te dis. Ah, mais peut-être ça va t'aider à mieux comprendre la réaction des gens. Je te remercie beaucoup. Bonne fin de match. C'est Benjamin Brault qui reçoit tout l'amour possible des partisans du Drakkar de Baie-Comeau. Ils semblaient mystifiés par leur réaction. On a tenté peut-être d'expliquer certaines choses. Entre autres, il y a une chose que je ne lui ai pas mentionnée. Je me suis gardé une petite gêne. Monsieur Brault, là, au courant de la première moitié de saison, a dit qu'à Baie-Comeau, contrairement à Québec, n'avait jamais mangé de filet mignon. J'étais personnellement un souper du fan club du Drakkar. Il était devant moi, à Baie-Comeau, ici. Et devinez ce qu'il a mangé? Du filet mignon. Le sympathique Benjamin Brault. C'est pour ça qu'on l'aime autant à Baie-Comeau. Et oui, c'est ça, c'est comme super ambigu, puis là, il est comme full amer, puis justement, ça pouvait laisser l'impression que ça avait mal fini avec ton expérience à Baie-Comeau. Mais c'est quoi ta version, la vraie affaire? Ça l'avait mal fini, mais c'est parce que, comme je te disais, le négatif, c'est juste propagé d'une façon incroyable, parce que, en fait, j'essaie de faire ça court, là, mais juste à la fin de la saison, on se fait éliminer à ma dernière saison à Baie-Comeau. On se fait éliminer en play-off par Rimouski, qui ont un club incroyable, mais de jeunes talents. Nous autres, on était vieux, puis on était bons, mais eux autres étaient jeunes, puis étaient très talentueux. Puis ils nous ont sortis en 5, je pense. C'est une grosse surprise, mais c'était probablement le pire club à affronter en play-off. Anyway, moi, je finis par la saison finie, puis moi, j'organise mon voyage pour revenir à Montréal chez mes parents, chez mon père. Fait que j'organise de prendre mon char je pense que c'était un vendredi matin. Puis j'allais faire mon 7 heures de voiture, retourner chez mon père, puis terminer, puis c'est tout. Sauf que il y avait eu un je pense que c'était un 5-7 avec le fan club du Drakkar d'organiser pour le vendredi soir que j'allais pas être là. Sauf que moi, j'ai rencontré la direction, Éric Dubois puis Éric Messier, je pense que c'était un mercredi ou jeudi soir juste avant, fait une ou deux journées avant. Puis ils me disent qu'on a un 5-7. Là, je dis, ben non, moi, c'est tout organisé, là. Je retourne chez nous, j'ai un party de famille qui m'attend, tout est fait, je m'en vais. Fait que j'ai skippé le 5-7. Puis je pense que le monde n'a vraiment pas aimé ça. Ça a pas bien passé. Fait que ça a fini en queue de poisson un peu. Après ça, les rumeurs se sont propagées que je m'étais pogné que je m'étais pogné en dehors de la glace dans la chambre avec François Bouchard, qui c'est un gars avec qui j'ai joué depuis l'âge de 16 ans jusqu'à 19 ans. Puis on avait une très bonne relation ensemble jusqu'à ce temps-là. Puis là, ben ça, ces rumeurs-là sont propagées. Fait que là, c'était pas super. Puis c'est pour ça quand je suis retourné avec Baie-Comeau, mon premier match avec les Remparts de Québec. Parce que là, tu as été échangé pendant la saison morte, c'est ça qu'on comprend. Pendant la saison morte, je pense que c'est soit j'ai appelé Éric Dubois ou il m'a appelé. Puis bref, c'était dans la saison estivale. Puis moi, j'avais dit, garde Éric, moi je vais être échangé, je vais passer mon année 20 ans, parce qu'il allait être en reconstruction pour mon année 20 ans. Ouais. Moi, j'ai dit, si je peux finir à Québec, à Drummond, à Gatineau, à Victo, n'importe où, mais qui est plus proche de ma famille, qui peut bien me voir un peu plus ma dernière saison dans les juniors majeurs, ce serait bien apprécié. Fait que, anyway, on laisse passer une couple de semaines. J'ai reçu un coup de téléphone d'un certain Patrick Roy, là. Oui. Ouais. Fait que, dit? c'est ça. Ben, qui m'a dit salut Benjamin, c'est Patrick Roy. Là, je me souviens, j'étais sur le bord de ma piscine. J'étais sur le bord de ma piscine chez mon père, puis là, j'étais comme fait t'es un peu là, j'en ai m'asseoir correctement, là. Je vais remettre mes pantalons, ouais, c'est ça. Ouais. Puis non, c'est ça. Puis, ouais, c'est ça. Puis non, c'est ça. Fait que notre première game de retour à Baie-Comeau, c'est le grand retour de Benjamin Brault. Ben, là,
j'y reste, mais fait que après la deuxième période, Pat vient me voir dans la chambre puis il me dit hey, Cogeco, ils veulent te faire une entrevue dans la boîte de punition. Puis à Bécomo, les bancs des joueurs sont d'un côté de la glace, les deux équipes, puis le banc des punitions est l'autre bord de la glace. Fait que je fais OK, pas de trouble, tu sais. Je patine pendant que la Zamboni s'arrête là, je patine, je traverse, je m'en vais à boîte de punition. Je me souviens plus de son nom. Mais je commence l'entrevue, puis c'est ça, il commence un peu comme tu l'as dit, là, il me dit entendu dire que les filets mignons étaient bons à Québec, puis que la bouffe était meilleure qu'à Bécomo, sur la route, puis il y avait une couple d'autres affaires. Il faut vraiment retrouver l'entrevue. Il y a des bouts que je me souviens pas, là. Mais dans l'entrevue, tout ce que je me souviens, c'est qu'à un moment donné, j'ai comme vu qu'il y avait un petit air d'arrogance, puis que ça s'enlignait nulle part, sauf pour essayer de me noyer dans le fond, là. Ouais. Puis il y a un point que pendant qu'il me pose la question, je l'ignore, je me tourne la tête, puis je te lâche un crachat direct à terre. Puis c'était comme je vais faire mon crachat à terre comme tout joueur de hockey, mais celle-là avec un petit peu plus de whiff. Puis je me suis retourné, là, j'ai répondu à ces questions, puis c'est là qu'à un moment donné, j'ai comme fait là, non, je sais pas où tu t'en vas avec ta question, là, mais je pense pas que ça a rapport. Puis quand que je suis parti, là, on a fini l'entrevue vite fait après ça. Puis pendant que moi je patine pour retourner à mon banc ou dans ma chambre, il a comme continué au micro puis en disant des cochonneries à mon sujet, puis ça a comme en tout cas, c'est vraiment une entrevue qui a été faite comme un débutant, puis que en bout de ligne, une fois que Pat a vu l'entrevue, j'ai été rentré dans son bureau, puis Pat m'a dit on envoie cette lettre-là à Cogeco, puis il faut qu'il s'excuse. S'il s'excuse pas, il va se faire mettre dehors. Puis on a reçu une lettre 1 ou 2 journées plus tard, puis Pat m'a rentré dans le bureau, puis il m'a dit voici la lettre de ce monsieur. Puis c'est ça, il s'est excusé, puis je sais pas s'il gardait son emploi, là, mais sérieusement, comme entrevue, là, wow! Ouais, il faudrait l'approuver. S'il y a des gens par le temps que l'épisode soit diffusé, qui avaient cette vidéo-là, inbox Dread sur le tape, on va voir. Puis s'il te plaît, partage avec moi parce que j'ai vraiment le goût de la revoir. Ah, c'est sûr que t'es la première personne à qui je l'envoie, justement, si on retrouve ça. C'était avec Cogeco. Ouais, ça c'est ce qu'on se souvient. Juste pour par rapport à Junior, là. Ouais. L'as-tu revu, ça, ce film-là? Oui, je l'ai dans mon bureau ici, dans la maison. C'est quand la dernière fois que tu l'as vu? Je l'ai vu là 6 mois. C'était avec mes beaux-parents mais on l'a mis en sous-titres anglophone. Parce que tes beaux-parents l'avaient jamais vu, genre? Ouais, c'est ça. Ben, ils en ont aucune idée, là. Ils viennent de la Nouvelle-Zélande, fait que dans le fond, c'est parce que c'est ça, toi, tu t'es trouvé une blonde en Australie. Eh oui. C'est une Néo-Zélandaise, mais elle habite à Perth depuis quasiment 10 ans, là. Puis on s'est rencontrés ma première année. Ouais, 2 expats. Tu l'as raison. Ben, elle est semi-expat, là. Ouais, c'est ça. Nouvelle-Zélande, il y a une affiliation avec l'Australie. Ouais. Mais est-ce que c'est la raison pour laquelle tu es revenu? 100%. OK, c'est ça, c'était pas du tout. On va revenir à ta blonde tantôt parce que l'Australie, tu sais, ça s'en vient, mais parce que Junior, il y a beaucoup de jus là, Junior, tu l'auras compris. Let's go! Mais le premier plan du film, la première affaire qu'on voit, Christian Daigle, c'est toi. Le premier plan, c'est littéralement ta face. Et j'adore cette scène-là, qui a plusieurs niveaux, là, on va y venir, là, mais c'est toi qui a 17 ans, qui est dans un resto à déjeuner avec ton agent. Je suis au Saint-Hubert à Sainte-Julie. Exactement. Hey, honnêtement, c'est pas glamour. Puis c'est drôle parce que Gilles Lupien, quand il était venu, il parlait, je sais pas c'est qui, c'est-tu Gilles Lupien qui parlait de comme, c'est que t'amènes un enfant au Saint-Hubert et c'est exactement ce que vous avez fait. Et le plan, ça commence sur toi, puis c'est lui qui est en train de te faire une espèce de pep talk de là, faut que tu te prennes en main, faut que tu sois sérieux, c'est ton année de draft. Et toi, t'as 17 ans. Et à un moment donné,
dans son speech, il dit, et je l'ai écrit pour le citer sans erreur, Vas-y. quote, parce qu'il dit, si tu te prends pas en main, ton junior, ça va être, et là, quote, la quote commence, tu vas rentrer à 16, tu vas sortir à 20, t'auras pas signé de contrat professionnel, tu vas finir en Europe dans des petites ligues, tu vas être parce il conjugue mal échec, la pire échec, tu pourras pas avoir. Ça, il dit ça, tu vas rentrer à 16, tu vas sortir à 20, tu n'auras pas signé de contrat professionnel, tu vas finir en Europe dans des petites ligues, tu vas être le pire échec que tu pourras pas avoir, fermer la citation. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? Ça me fait rire. Et c'est la bonne réaction. Puis je vais te dire pourquoi. Parce que pour être encore plus deep que ça, Christian Daigle, je l'ai vraiment aimé, il était vraiment proche, il m'a super aidé, puis je pense qu'il est agent encore aujourd'hui. Oui, il est encore agent. Ouais. Super bon Jack, puis j'ai tout le respect pour lui. Par contre, cette phrase-là, s'il y a des enfants ou des jeunes joueurs juniors qui écoutent, là, je te le dis tout de suite, Dave, là, à ne pas base-toi pas là-dessus. Non. Parce que j'ai de quoi backer mon histoire, moi, parce que t'es pas un échec parce que t'as pas joué dans la Ligue nationale, puis t'es pas un échec parce que t'as pas joué dans le KHL ou dans la Ligue de la Suède, de la Suisse, peu importe. L'échec, là, c'est si t'as rien accompli. Le hockey, là, ça a été une porte qui a ouvert tellement d'opportunités pour moi, que ce soit au niveau de hockey professionnel, avec des chances de jouer dans l'East Coast, dans la Ligue américaine. Mon draft, j'ai été joué en Europe. J'ai joué en Europe, j'ai voyagé le monde, j'ai rencontré des personnes en chemin avec qui je parle encore. Le hockey m'a donné une éducation avant d'aller en Europe, tout comme Max Parent, justement, qui disait, mais qu'on a été joué dans la Ligue universitaire après le junior. Donc j'ai pas fini mon éducation, mais je pourrais backer en disant, j'ai eu mon éducation, je suis allé jouer en Europe, j'ai voyagé le monde, ça m'a emmené en Australie, ça m'a fait rencontrer ma femme, puis c'est la raison pour laquelle que, tu sais, t'es pas un échec, mais t'es un échec pour la Ligue nationale, peut-être, mais dans la vie de tous les jours, t'es pas un échec. Le hockey, ça m'a ouvert beaucoup de portes, puis ça ouvre beaucoup de portes à beaucoup de jeunes joueurs de hockey au Québec, au Canada, puis à travers le monde. Ce plan-là, je sais pas si tu l'as revu, là, parce que tu as vu le film sûrement une couple de fois, mais cette scène-là, vous êtes au restaurant, vous parlez, et un moment donné, la caméra change d'angle, et le plan, c'est vous deux, vous êtes au centre, et au fond, en arrière, puis ça, c'est pas du tout un hasard, là, il y a un train. Exactement. Et si tu veux en image l'expression embarquer sur le train qui passe, tu sais, ou t'embarques pas sur le train, là, tu sais, comme on dit. C'est drôle que t'as remarqué ça, man. Ben, c'est parce que c'est pas tu réalises que les réalisateurs, c'est pas un hasard, right? Que ça fait partie de leur construction d'image. Eux sont comme merci la vie d'envoyer ce train à ce moment-là, là, parce que l'image et la métaphore pourraient pas être plus appropriées avec la conversation que vous êtes en train d'avoir avec la croisée des chemins à laquelle toi, comme gars, t'es rendu. C'est malade, là. C'est toi, je sais pas si t'avais vu ça, là. Mais, je savais tout de suite que tu parlais du train parce que je vois l'image parce que c'est genre juste les deux profils noirs puis que dans le fond, t'as la lumière avec le train, ouais. Ben, c'est ça. Juste le fait aussi que vous êtes moins éclairé, tu sais. Tu sais, ils mettent, c'est comme s'ils vous relèguent. Vous êtes au premier plan, ils vous relèguent à l'arrière-plan, puis le train qui est à l'arrière-plan est relégué au premier plan. Fait que je pense que c'était pas anodin de leur part. Mais cette scène d'ouverture-là, mon gars, à ce jour, des larmes de rire à chaque fois. D'ailleurs, je pense que Christian Daigle est associé, si je me trompe pas, j'espère que je me trompe pas, mais je pense que c'est Momentum, son agence. Okay. Je pense que sa collègue, son associé, c'est Émilie Castonguay, qui est la seule, je pense, femme certifiée par la NHLPA agente. Okay. Et puis je pense, si je me trompe pas, je pense que c'est eux qui ont Alexis Lafrenière. Donc, parce que je sais qu'Émilie, c'est elle qui a Alexis Lafrenière, ça c'est sûr, mais je pense que la boîte à laquelle elle est associée, c'était avec Christian, qui s'appelle Momentum, puis c'est comme je dis, je me trompe, mais tu sais, puis là, Alexis, c'est comme un peu leur
ticket en or. Là. Je pense que non, c'est correct. Là, ce sera pas un échec, hein? Encore une fois, c'est pas... On en reparlera dans 5-10... Non, mais ça devrait... C'est sûr que là, il vient de signer un contrat en plus. Il vient de signer son contrat cette semaine. Puis vu que c'est un first overall, c'est tous les maximum bonnies, tu sais. Fait que, d'un point de vue d'agent, au pourcentage de une possibilité de 3,4 millions par année, ben c'est sûr que c'est pas un échec si t'as 4, 5, 6, 7, 8, 9% de whatever, combien de millions. Mais je suis content, honnêtement, pour vrai, là, sincèrement, je suis vraiment content que t'aies pris la parole de dire, hey, s'il y a des jeunes qui écoutent, là, tu sais, quand t'es dans cette bulle-là, pis t'es dans la queue, puis les agents, puis le monde, puis l'argent, tout ça, tu sais, t'es jeune, là, tu réalises-tu comment moi, c'est ça qui me fait pleurer de rire, là, à 17 ans, de faire dire, puis là, t'as la face, puis écoute, il y a un gros plan sur ta face, là, t'as la mâchoire, on dirait qu'il va débarquer. J'ai le goût de tout péter. Qu'est-ce qui te passait tu t'en souviens-tu quand il a fait ça? Là, je peux pas me souvenir, là, mais je pense que j'avais les yeux par en haut à un moment donné, là, puis j'étais comme juste, tu sais, quasiment sors-moi du site, là. Ouais. Tu trouvais-tu ça? Je voulais l'écouter. Ouais, t'allais dire c'est pesant, ouais, je trouvais ça pesant, là, mais j'étais juste comme, tu sais, je sais pas, là. Comment tu trouvais ça aussi, la game des agents, tu sais, quand t'as 17 ans, là, tu sais? Ton année de draft? Alors, regarde dans le film, je me dis, tu sais, c'est fou parce que c'est comme un triangle dans le fond, parce que tu sais, t'as le joueur, puis tu le vois dans le film, puis c'est exactement comme ça que je me suis ressenti, là. Mais dans le film, tu le vois très bien, là. T'as le joueur dans le milieu, divisé, là, t'as l'agent d'un bord, puis t'as les coachs de l'autre bord qui disent quoi faire, puis t'as l'agent d'un bord qui dit quoi faire. Puis, en tant que 17 ans, là, je te dis que, tu sais, t'écoutes, en tout cas, moi, j'écoutais tout le monde, puis je voulais plaire à tout le monde, là, mais ça devient un peu pesant, là, puis mais regarde, c'est la game, c'est de même, puis je suis sûr que c'est de même encore, puis je suis sûr que ça commence à encore un plus jeune âge que moi j'ai commencé, fait que... On prend une mini pause de l'épisode pour que je vous parle de notre collaborateur à Dread sur le Tape et j'ai nommé WebSim Hockey, la meilleure ligue de hockey simulé out there. Et ça vient d'où? Québec! Merci Robert, merci Bob. Absolument, c'est la ligue la plus réaliste, la plus détaillée et qui vous offre même des possibilités de ligue rétro. Et oui, des joueurs du temps de Wayne Gretzky des années 80 à aujourd'hui. Vous voulez Pavel Bourré, vous voulez Timo Selané, vous voulez revivre votre enfance à chaque jour? Eh bien, c'est possible avec WebSim Hockey. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé, mais on lance notre propre ligue Dread sur le Tape avec vous de hockey simulé. La DST League, on a déjà une horde d'inscriptions au dreadsultape.com/websim. S'il n'est pas trop tard, let's go. Et il n'est pas trop tard parce qu'on vous a, on a enfin, parce que dans les dernières semaines, j'ai dit je vais vous annoncer la date et nous avons, mesdames et messieurs, une date de début de saison, le début de la course et j'ai nommé le 11 février. Donc, ça commence dans pas très longtemps. 11 février 2021. La Ligue prend son envol. Donc, si c'est pas déjà fait, allez vous inscrire. dreadsultape.com/websim. Ça commence dans pas longtemps. Wouh! Moi, Jean-Pierre, j'ai toujours eu une super belle relation avec lui. Puis lui, je pense que on avait commencé à se parler quand j'avais... j'ai le goût de dire 14, mais c'est peut-être plus 15 ans. Il me semble que c'était 14 ans, là. Puis ouais, juste avant. Puis non, ça a été, il a été super bon avec moi, puis ma famille, puis j'ai que des bons souvenirs de lui. Puis je serais vraiment curieux de savoir il est rendu où. Je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a comme un peu. Je pense que Christian, c'est comme un peu son successeur là, de ce que j'ai compris. Tu demanderas à Christian, tu l'amèneras sur ton podcast. Ouais, c'est ça. Ouais, Christian, je vais l'amener sur lui. Hey man, je me demande qu'est-ce que Christian pense aujourd'hui de cette scène-là, tu sais. Il se dit-tu comme, ouais, j'étais peut-être un peu élevé avec le jeune. Tu sais, genre. Ouais, peut-être, ouais. Je sais pas. Tu sais, lui-même, il était plus jeune, puis je pense qu'il voulait être sérieux puis se prouver, probablement, là, tu sais. Ouais, je sais pas. Ce serait intéressant pour son opinion là-dessus, ouais. Ben oui, absolument. Il y a même une scène aussi où la scène où tu vas faire l'entrevue avec les Sharks. Ah oui. Ah, c'est intimidant ça. Ouais, puis là tu sais comme tu commences à parler anglais là, tu sais c'est ironique parce qu'aujourd'hui tu habites en anglais, tu vis en anglais là. Mm-hmm. Puis il y a des monsieur là, dans la salle qui dit ça aussi je l'ai noté, ça m'a trop fait rire. Qui est comme tu sais quoi les deux manières de devenir plus fort, tu sais, il dit ça, the two ways to get stronger. Oui. Puis là t'es comme puis il est comme there's two ways. Do you know them? Puis t'es comme non, je sais pas.
Puis là, il dit number 1 is rest, c'est le repos. Puis il dit number 2, stay away from the women. Puis là, tu sais comme pas s'il faut que tu ris ou pas. Puis comme it's not a joke. It's not a joke. Stay away from the women. Puis t'es comme, toi, t'es juste là, man, tu regardes à moitié par terre. T'es comme un autre gars qui parle trop weird à un enfant de 17 ans, mais regarde. Ben, encore là, ça a peut-être sorti que de l'histoire que j'ai racontée précédemment de la journée avant un match, où ce que j'étais sorti apparemment jusqu'à 3 heures du matin, mais vraiment, j'étais juste sorti jusqu'à 10h10, 10 minutes passé le curfew de 10 heures. Mais moi, cette réponse-là de ce gars-là, ben, tu sais, il faut que tu te mettre dans le contexte que, regarde, justement, j'ai 17 ans, je suis au combine de NHL, où ce que j'ai quelques meetings à faire avec quelques clubs qui sont intéressés à mes services pour me drafter. Puis, je rentre dans une pièce, une salle de conférence où ce que t'as entre 6 puis 12 individus, un étant normalement le DG, le recruteur en chef. J'ai ticoune, là, j'ai 17 ans, puis tu me poses une question de même. Tu sais, j'ai le goût de dire comment être plus fort. Ben, va au gym, puis ouais, ok, peut-être repose-toi aussi, là, mais quand il m'a dit genre l'affaire des femmes, j'ai juste fait tu me fucking niaises? Je pense que j'ai ri sur le moment, puis il m'a dit que c'était pas drôle. C'est ça que je pense. Je sais pas si tu le vois dans la vidéo. Ouais, je sais pas s'ils le mettent ou s'ils coupent juste et gardent juste son son. Il y a Gilles Côté, le scout qui est du Québec, qui est là, qu'on voit dans la pièce, que lui il est venu au podcast. Puis aussi, il filme Doug Wilson, le DG, qui est encore DG, qui est un peu crampé. Lui, il a un gros, en tout cas, le plan qui monte, il y a un gros smile. Je sais pas s'ils ont fait un montage aussi pour l'avoir souriant, puis c'était sur une je sais pas. Mais, je me souviens plus vraiment comment ça passé, là, mais. Ouais, bref. Mais une des scènes culminantes, si on peut dire, du film, c'est la journée du repêchage, qui peut être une journée heaven or hell, comme on dit, là, pour un jeune joueur. Raconte-moi ton souvenir de cette interminable journée de repêchage. Ben, c'était à Vancouver, puis j'étais justement avec Alex Lamontagne, qui était éligible au repêchage aussi, un de mes coéquipiers. Puis c'était un ami d'enfance aussi. On a joué Pee-Wee, à Tombe Pee-Wee ensemble. Vous avez été repêchés, je pense, comme les deux, vous avez été repêchés top 5, top 6 dans le junior majeur. Ouais, lui avait été deuxième, moi j'avais été quatrième. C'est ça. Puis non, c'est ça. Honnêtement, Dave, je pense que je suis arrivé le premier au draft. Jean-Pierre, mon agent, Jean-Pierre me dit non, on va y aller, on va être prêt, on va commencer à travailler le terrain avec toutes les équipes. Puis je pense que je suis arrivé le premier. Honnêtement, je me souviens, l'aréna était vide. Puis c'est ça, mais ça a été interminable parce que vu que j'avais joué dans la game des prospects, avant c'était Team Orr contre Team Cherry, là. Ouais. Team Bobby Orr contre Team Don Cherry. Puis quand t'es dans il me semble que la statistique, là, si je me trompe pas, tous les joueurs qui ont joué dans cette game-là ont tous été draftés à 99%, là. Ou 97%. En tout cas, c'est vraiment élevé, là. Quand tu joues dans cette game-là, t'es drafté. Ouais. Puis en tout cas, là, je suis au draft, puis word on the street, là, le mot, c'était que j'allais sortir entre 3 puis 5e ronde. Fait ben, évidemment, pas en première ronde. Il y avait tellement des gros noms cette année-là que je m'attendais pas à ça pendant tout, mais. Tu avais eu un point par match cette année-là pour mettre en contexte, là. OK. Tu avais eu 68 en 68. Tu avais quand même eu une bonne saison. Ouais, pour un 17 ans, c'est très bon, là. Mais c'est aussi qu'il faut remettre en contexte que t'étais pour 2006, là, moins qu'en 2020, mais tu étais considéré plus petit, tu sais. Aujourd'hui, les joueurs plus petits, je pense, sont, alors qu'en 2006, c'était encore un peu un vieux jeu, mais je veux que tu continues parce que tu es sur une belle lancée. Ouais, c'est vrai. Non, ben c'est ça. Mais j'étais au draft, j'étais assis dans mon siège. Puis première ronde va, deuxième ronde va, troisième arrive. Je me souviens encore, je pense que la troisième ronde, un choix de la Caroline. Puis j'ai Jean-Pierre qui vient me voir. Puis il me dit je pense que ça s'en vient. J'ai eu des bons mots là, des gars des Hurricanes, là, je pense que ça s'en vient. Là, je fais, tu sais, là, je suis le même. Hey, let's go. Select, je sais pas, moi, John Doe, n'importe où. Fait que c'est un autre joueur. Bref,
comme on sait, comme l'histoire se termine, je me fais repêcher en 7e ronde, mais entre la 3e où ce que je pense que je me fais repêcher, Ouais. moi j'étais 5e avant-dernier Ouais. de tout le draft. Ouais. Puis ce temps-là, là, Dave, là, aïe, man, c'était comme une journée complète. Puis, Ça a paru comme une journée complète. La vraie durée, probablement, c'est plusieurs heures, là. C'est super long. C'est plusieurs heures. Ouais. C'est super long. C'est des heures, des heures. C'est long quand tu le regardes puis t'es pas impliqué. Fait qu'imagine quand c'est toi qui dis à chaque pick que c'est peut-être ton nom. Puis finalement, comme tu l'as dit, tu sors dans les 4-5 derniers noms du draft. Écoute, l'image est assez... Oui, je vais juste continuer parce que... Oui, excuse. Entre la 3 puis la 6, mon agent puis c'était le beau-père à Adam Leblanc-Bourg. Wow. Peur de mémoire. Mais anyway, il était avec moi. Fait que il était assis à côté de moi. Jusqu'à la fin de la 6. À la fin de la 6, les deux. Salut. Ils sont partis. Je suis tout seul dans mon siège. Parce qu'eux, ils se disent, on veut pas vivre le naufrage. Salut l'échec. Fait que j'étais assis dans mon siège, puis finalement, quand les Sabres de Buffalo ont été au micro, puis là, ils m'ont annoncé. Ah, là, tout d'un coup, boum, les deux s'en viennent, ils me félicitent. Ah, OK. À l'intérieur, j'étais super content que moi, je sorte en 7e ronde ou que je sorte en 3e ronde. Pour moi, ça me faisait pas aucune différence, à part peut-être un peu l'attente. Hein? Fait que... Ouais, c'est ça. Mais c'est drôle aussi parce que ta réaction aussi est drôle aussi. T'es comme, je sais pas si tu tiens ta réaction, mais ça aussi c'est drôle parce que je me dis, Krim, il peut paraître vraiment comme un petit gars coquin, mais t'es comme, il était temps quand tu dis ça, quand tu vas marcher. Mais je pense que c'est plus un signe de relief, là, t'es comme, man, j'allais mourir, là. Tu sais, l'aréna est rendue vide, là, t'as juste des enfants avec leurs parents qui commencent à pleurer, là, tu sais, c'est super dark, là, comme image. Est-ce que la raison, tu sais, t'es sorti finalement à Buffalo, est-ce que c'est ton agent, tu sais, je pense que les agents à ce stade-là sont rendus sur le floor en train d'essayer de vendre leurs boys. Est-ce que ton agent avait eu une influence là-dedans ou? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Est-ce que, parce que je sais que tu viens aussi du même coin, là, toi, tu viens de Repens, ou dans ce coin-là, en tout cas, du même coin. Ouais, que Pomainville? Ouais, Pomainville, qui était à Buffalo, ça a-tu eu une incidence? Ouais. Je sais pas, peut-être, mais je pense pas. Parce que, je sais pas. Tu sais quoi, je pense qu'ils sont juste dit, hey, c'est vrai, le kid qui est en haut avec les caméras, là. Hey, notre dernier pick, on le prend dessus, on va le prendre. Tu penses? Ça doit être ça. Tu penses que les caméras t'ont aidé à être drafté? Non. Ça niaise. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. En 7e ronde, là, tout est possible. Je veux dire, Martin Brodeur sélectionne son fils en 7e ronde. Qui sait qu'il fera pas l'année nationale? Fait que tout est possible en 7e ronde. Mais, je sais pas. Mais ça a été une super belle expérience, Dave. Puis en bout de compte, j'ai été assez privilégié d'avoir eu 2 camps d'entraînement avec les vétérans de l'équipe. Parce que dans le temps, les Sabres, il n'y avait pas de camp de recrues avant le main camp, le camp principal avec les vétérans. Mais ça a été une expérience formidable. Puis même aujourd'hui, il y a tellement de souvenirs que j'ai de... Danny Briere. Ouais, ben justement, j'avais été sur une ligne dans un match intra-équipe avec Brière, puis je pense... Je peux m'être trompé, là, mais je pense que c'est Pomainville, justement, qui aurait peut-être été voir le coach puis dire, hey, on va mettre le jeune du même coin que moi sur la même ligne avec Brière. Parce que lui, j'étais comme, y a-tu un show de télé? Ouais. Non, t'as un peu à 2 secondes. Non, bouge, vas-y, y a pas de stress. Hey, Whitney! Ça, t'as la cuisine en arrière, puis là, ben, justement, pour couper mon histoire un peu, c'est ça, elle dit, c'est la cuisine qui est en arrière, puis elle est en train de faire des moules pour le souper, fait que souper qu'on va assez tard, là, mais... Ah, désolé, tu m'excuses, c'est juste pour pas, vu que c'est un podcast audio, c'était juste pour, Non, all good. Mais c'est ça, fait que finalement, j'ai juste une ligne avec Brière pour Pomainville dans un match intra-équipe, ça a été assez spécial. Malade. C'est malade, c'est des beaux souvenirs. Tu sais, le film en général, Junior, tu sais, pour conclure, c'est quoi que t'aimerais que les gens y retiennent de ce film-là? Ou t'aimerais qu'ils sachent, tu sais, qu'ils savaient pas nécessairement en le voyant, mais qu'est-ce que t'aimerais qu'il reste de cette affaire-là, tu sais? Du film? C'est une très bonne question que personne m'a déjà demandé. Je sais pas quoi répondre à ça, Dave. Tu sais, parce qu'il y a une forme d'héritage, tu sais, parce que
sais, ben, Ça a été un film que moi j'ai trouvé là, tu sais, je peux me tromper parce que j'étais inclus dans le film et tout ça, mais j'ai trouvé qu'il y avait tellement de négativité dans le film, tellement d'incidents que il me semble que moi, si j'étais un parent d'un jeune, puis je regarde ça, moi, ça me donnerait pas trop le goût de l'envoyer dans le junior majeur pour avoir vu ça, là. ouais. Fait que je regarde ce côté-là. D'un autre, si tu connais un peu mon histoire, mon parcours par la suite, le parcours de R.J. Hand après qu'il soit fait mettre dehors d'une équipe junior où ce qui est rendu aujourd'hui avec une école de hockey qui va temps plein, que c'est sa job dans la région d'Ottawa, qui va super bien, c'est que dans la vie, regarde, dans le junior, c'est bien beau, là, mais ça va pas dicter nécessairement ton futur. Puis ça a été une école de vie en termes de choses qu'on apprend, mais à part de ça, tu sais. Parce que c'est un documentaire qui, je sais pas si t'es conscient de ça, mais qui a eu une influence quand même au niveau de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, tu sais. Je pense que c'est un documentaire qui, comme tu l'as dit, quand c'est sorti, ça avait été quand même un gros, ça avait fait un gros, ça avait eu un gros impact parce que la Q avait comme donné un accès, tu sais, vraiment illimité, là, vraiment illimité, ouais, puis c'était en leur donnant la carte blanche. Puis eux, évidemment, je pense qu'ils ont mis en lumière ce qu'eux ont vu. Et ça, comme tu as dit, ça n'a pas super bien fait paraître le junior majeur, tu sais, pour les parents puis cette ligue-là. Puis je pense que ça a comme un peu forcé le junior majeur, de ce que j'en comprends, à quand même un peu réviser leur patente puis un petit peu ajuster le tir, tu sais, que ce soit au niveau de l'encadrement scolaire, tu sais, là, on le voit, tu sais, l'école, c'est pas une priorité, tu sais, puis je pense que avec les ligues universitaires qui se développent, puis que ce soit l'NCA ou au Canada, apparemment, que ce documentaire-là a quand même initié un vent de changement dans le junior majeur. Fait que, tu sais, je sais pas si t'en étais conscient ou si tu savais, mais tu sais, maintenant, la Ligue, ils se défendent beaucoup de je sais pas, là, tu sais, je suis pas un joueur junior majeur, puis je suis pas dans une organisation de la Q, mais qu'apparemment que l'encadrement scolaire, puis tout ça, c'est beaucoup amélioré, puis tu sais, ça fait quand même 15 ans, là, tu sais, ça fait longtemps, là, ces documentaires-là, 15 ans, c'est vrai. Il y a beaucoup de temps, il y a Ça beaucoup de choses qui se passent. ça. Tu sais, les gars qui jouent dans Q là sont nés dans cette époque-là, tu comprends-tu? C'est ça pareil, là. Fait que c'est assez fucked up, mais ça pour dire si c'est ça que le documentaire a amené, c'est quand même pas rien, tu sais, d'améliorer la ligue pour qu'elle se redore un peu, puis que peut-être qu'elle se regarde un petit peu dans le miroir pour peut-être un peu améliorer, parce que des fois tu te dis wow, pas sûr que j'ai envoyé mon gars de 16 ans là. Je t'ai demandé. Ouais, c'est ça, on a parlé de. J'ai pas. Oh, ça, oui, c'est ça. Non, mais bref, c'est ça, après ça, t'es allé à Québec. Puis on a parlé de Patrick tantôt, mais justement, je veux savoir c'était comment être coaché par ce bon vieux Patrick. Ça a été super spécial. Moi, ça a été un idole en grandissant dans la région de Montréal, à Repentigny précisément. Puis c'est un gars qui. Je pense que tu as des joueurs qui ont eu des super belles expériences avec lui. Puis tu as d'autres gars qui ont eu des très mauvaises expériences avec lui, mais moi, je pense que j'étais un peu dans le milieu où ce que quand que ça allait bien, il me le disait, quand que ça allait mal, il me le disait, il me remettait à ma place. Puis moi, j'ai trouvé que c'était un super bon coach, très motivateur, mais tu sais, il coach comme il jouait, là. Et il est à fond. Il est à fond tout le temps. Puis s'il y a de quoi qui gosse, là, il passe pas par quatre chemins. C'est le jeune, mettons dans mon bureau. Mais en même temps, s'il y a de quoi qui va bien, c'est le jeune, mettons dans mon bureau, puis juste à dire que tu fais une bonne job depuis, tu sais, mais j'ai vraiment eu une belle expérience avec le Québec. Super. Puis est-ce que je me trompe ou tu étais bel et bien de l'équipe lors de la fameuse bataille générale Joe Roy, Bobby Nadeau? T'étais pas là? Non. Okay, non, parce c'était l'année juste avant moi. OK, c'est ça. Parce que c'était, tu sais, je voyais le roster puis il y avait bien des noms là qui revenaient en tête, puis c'est pour ça que j'étais comme toi t'as joué dans le fond avec t'as joué avec et le père comme coach et Frédéric comme joueur et Jonathan comme goaler. C'était comment d'avoir les frères Roy coachés par papa? C'est quand même spécial, tu sais, le rapport d'autorité. Comment ça se passait, ça? Ben, moi, Jonathan, cette année-là, même au camp, depuis le camp d'entraînement, on se tenait ensemble. J'allais chez eux. Moi, j'avais un appartement.
à Québec. Il venait chez nous, on se faisait des soupers. Avec Jonathan, vu qu'il était un peu plus âgé, là, on se tenait beaucoup ensemble. Puis comme 20 ans aussi, quand on faisait s'il y avait des soirées où les gars sortaient d'un club, moi j'ai invité les plus jeunes, les 17 ans, les Michael Tam, les Joe Marchessault, les Fred Roy. On les invitait chez nous à l'appartement, puis on avait les soirées ensemble. Fait qu'essayer d'inclure tout le monde comme vétéran, mais ça a été le fun là. Moi j'entends j'essaie d'y parler encore, mais il me répond pas. C'est comme si je pense. Marchesso? Ah non, Roy, tu veux dire, toi? Ouais, je parle de Roy, ouais. C'est parce que j'allais dire Marchesso est beaucoup plus big que Roy, mais bon. Ouais, mais non, mais tu sais, je sais pas, là, en tout cas, Joe Roy, il fait ses affaires, là, mais. Ben, il est rendu chanteur, tout ça, là, puis. Ouais, puis beaucoup de succès aussi dans ses affaires, mais. Non, Joe, c'est si ça. t'écoutes, réponds à tes messages! La soirée. Bref. Mais non, c'est ça. Ça a été une belle saison. Avec Fred, il était plus jeune, il avait 17 ans. Puis c'était pas comme si son père il l'utilisait plus qu'il devrait. Il connaissait très bien son rôle, il était jeune, puis il était agitateur, il se pognait avec n'importe qui, n'importe quand pour l'équipe. Puis dans le fond, il est comme son frère Joe là. Sauf que l'autre était goaler. Ouais. Est-ce que t'aurais, parce que tu sais, parlons-en, t'as quand même joué avec Jonathan Marchesso, ou comme était son nom à l'époque, te souviens-tu de son nom avant qu'il joue à son nom de famille? Ouais, Audi Marchesso. Audi Marchesso, exactement, avant qu'il A-U-D-Y. Ouais, avant qu'il coupe secours pour le show. Ça fait beaucoup de lettres en arrière du gilet, c'est pour ça, je pense. Je pense que c'était rendu tough. Mais Marchesso, qui a pas été repêché, tu vois, tu sais, comme toi, t'as été repêché, puis Jonathan, ça a donné qu'il l'a pas été, tu sais, fait que comme quoi, c'est pas une finalité. Mais de voir son parcours aujourd'hui, tu sais, il s'est promené, je pense, Columbus, Tampa, Floride, puis là, il est sur quand même un super contrat à Vegas, il joue au top 6. C'est un gars qui est encore en contact, puis c'est le genre de gars sur qui t'aurais parié pour faire la Ligue nationale, tu sais? Pas encore en contact. Par contre, c'est ça, il était un kid là, quand moi j'étais là, mais il est exactement comme que je me souviens de lui quand il avait 17 ans. Là. C'était tout le temps le joueur le plus rapide de l'équipe quand on faisait des mountain tests avec Pat, puis il nous faisait faire goal line bleu, goal line rouge, goal line far bleu. Après ça, goal line, puis revenir. Là, c'était tout le temps lui qui finissait premier. Au terme de vitesse, il l'a toujours eu. Mais plus que ça, c'est un gars qui joue avec tellement d'acharnement, même comme 17 ans, là, dans n'importe quelle situation, tu savais qu'il allait toujours te donner 100%. Tout le temps. Puis on avait quand même une grosse équipe à Québec avec il y avait Mikhail Stefanovic, il y avait les deux Russes, là. Il y avait Kel Stacy. Non, c'est pas Radulov. Stefanovic qui était biélorusse, c'est ça, c'est-tu? Biélorusse, ouais. Kougrichev. Puis Kelsey Tessier, après ça... un de mes noms préférés de tous les temps, Kelsey Tessier. Quel nom incroyable. On n'en parle pas assez. Bon, en tout cas, bref, continue. C'est ça, Joe Marchesso, Marc-Olivier Vallerand qui joue pro en Europe maintenant, David Gilbert qui joue pro en Europe, Michael Tam qui a joué pro un peu partout. Ça a fini, ça a quand même, de finir dans un marché comme Québec pour Patrick, ça a quand même bien conclu ton expérience junior majeure, tu sais. Ouais, on s'était rendu je pense en demi-finale contre Shawinigan, je veux dire. Me semble que c'est ça. Une fois que ton junior se finit, comment ça se passe, tu sais, pour, je vois-tu pro, tu sais, je pense que, tu sais, Buffalo, t'as pas à faire le contrat, j'imagine? Non, à 20 ans, je leur appartenais plus. C'est ça. Fait que, est-ce que tu te dis, je vois pro, comment t'as fait ton choix pour l'école après, ou comment ça s'est passé? En fait, pendant la saison estivale, j'ai été capable de me pogner un camp d'entraînement dans la Ligue américaine avec, les Rochester Americans, qui était le club école des Sabres. Mm-hmm. C'était Gros qui était qui est maintenant coach, qui est redevenu le coach de Gatineau. Benoît Gros, hein. Ouais. C'était le coach de Rochester dans le temps. Puis j'ai signé un contrat one way East Coast, fait que seulement East Coast, mais avec une possibilité de faire le club
avec la Ligue américaine. Puis si ben je fais l'équipe, ben là, c'est un autre contrat qu'on fait, là, mais fait que j'étais dans la Ligue américaine avec Rochester, puis j'ai été le dernier coupé de l'équipe. Après ça, j'étais dans l'East Coast. Puis une fois dans l'East Coast, t'as soit une bonne histoire East Coast ou t'as soit une mauvaise histoire East Coast. Je te dirais que c'est rare que t'as entre deux. Je sens que j'ai plus juste entendu des mauvaises, mais pas Ouais, beaucoup non, de bonnes histoires East Coast, mais tant mieux. Ça a été une mauvaise expérience. Je jouais pas beaucoup. Je me faisais mentir par le coach en termes de... Il me disait, mettons, à la pratique du matin, là, le morning skate, moi, j'allais le voir, puis je disais, hey, faut-tu que je patine, là, à la fin de la partie? Faut-tu que je patine ou je joue à soir? Puis il me dit, non, t'es correct. Non, tu joues. Ben non, tu joues. Pas de trouble. Je m'en vais chez nous à mon appartement, je fais ma sieste, je mange mon repas d'avant-match. Prends une coupe de café, fais la routine, arrive à l'aréna. Puis quand tu joues, ben ton gilet est accroché à ta place, tu sais. Quand j'arrive, mon gilet est pas accroché. Je rentre dans le bureau du coach. Hey, Malcolm, what's up? Là, il me dit, là, j'ai eu le line-up cet après-midi, l'autre équipe, là, puis non, ils se sont mis tough, là. J'ai décidé d'habiller lui à la place. Là, une fois, ça va, là. Mais après 2-3 semaines là, que ça arrivait, fait qu'à un moment donné, j'ai comme fait non, de la merde. Là. Puis là, j'étais en contact avec Dalhousie University qui est basé à Halifax. Ouais. Puis là, j'ai comme fait. Je me souviens, je suis allé prendre un verre dans un bar à côté de nos appartements. On habitait tous ensemble. Puis je suis allé prendre un verre tranquille avec une couple de vétérans de l'équipe. Puis ils m'ont dit hey Ben, tu scores un hat-trick demain, là. Tu vas être scratch le lendemain, là. S'il y a un gars de l'AE qui descend, puis t'as un contrat one-way East Coast, là, tu vas descendre, là. Fait que là, j'ai comme fait, ouais, OK. Là, j'ai laissé une semaine passer, puis à un moment donné, quand ça faisait 2 games dans la semaine que je me faisais mettre dans les estrades pour aucune raison, j'ai comme fait, bon, regarde, j'ai de quoi de mieux à faire avec ma vie que me faire payer 550$ US par semaine, puis bon, aller me chercher une éducation. Fait que je partais de Dalhousie. Puis Dalhousie, t'étudiais en quoi? J'ai fait business, mais ils appellent ça un bachelor en commerce. OK. Puis c'était pas mal général. T'étais là 3 ans, je pense? J'ai fait 3 ans et demi au total. Il me restait 7 cours à compléter pour graduer. Mais avant que je commence ma dernière session, dans le fond, j'ai reçu un appel d'un de mes chums, Maxime Ouimet, qui avait joué à Épinal en France la saison d'avant. Il m'avait dit, hey, si tu veux jouer en Europe, c'est ta chance, là. Le club, il cherche de quoi, puis apparemment, il t'aimerait bien avoir. Fait que j'ai lâché l'école, puis j'étais allé jouer au hockey pro. Puis ça a été... si j'avais pas fait ça, je serais pas ce que je suis en ce moment, fait que je regrette rien. Ouais, c'est ça t'a amené... c'est ça, t'as joué à Épinal, c'est dans quelle partie de la France? C'est en Lorraine, qui est à côté de l'Alsace, dans l'est de la France. C'est à peu près à 1 heure ou 2 de Strasbourg. C'est une ville qui est un peu plus grosse. Hein. Fait que t'as valsé France, t'as fait Épinal, t'as fait Brest. T'es allé en... Brest qui est... Ouais, Brest, t'es allé en Pologne. T'es allé... Avant Pologne, j'ai fait Biélorussie. Biélorussie, 15 minutes. Après ça, t'es allé en Pologne. Puis finalement, t'es atterri en Australie. Comment t'as atterri en Australie? Parce que côté calibre de ligue, c'est pas du tout comparable. Tu sais, les ligues européennes sont quand même vraiment plus fortes. L'Australie, c'est géographiquement aussi vraiment plus loin. Comme tu as dit, tu fais pas d'argent là. Fait comment tu t'es atterri en Australie? Ben, l'histoire est simple, c'est que j'étais à Lyon, en France. Je venais de faire 3 clubs en une année avec Biélorussie, 5 semaines, Pologne pendant 4 mois. Après ça, j'ai trouvé un club en France à Lyon où ce que Max Tangelier-Parent, que tu as eu sur ton podcast, j'ai joué avec. Puis je me souviens, un matin, j'arrivais à une pratique, puis il m'a juste dit hey, tu fais quoi toi cet été? J'ai répondu je sais pas, là, je m'en vais chez mon père à Saint-Jean, puis on verra, tu sais, je vais me pogner un autre contrat quelque part d'autre, j'imagine, là, puis il me dit hey, va-t'en en Australie, man, tu sais, là, je m'en vais. Là, je fais OK, en tout cas, on a jasé pendant une couple d'instants à propos de l'Australie, puis finalement, j'ai fait la pratique, je suis retourné chez nous dans mon petit appartement à Lyon, puis ça m'a juste fait penser, puis c'est là que j'ai commencé des démarches, là. J'ai envoyé des courriels à toutes les DG des équipes en Australie, en Nouvelle-Zélande, parce qu'il y a une ligue là-bas aussi, qui est encore moins forte, dans le fond, que
que l'Australie. Mais Ouais. ça pour dire que si Max, il m'avait pas parlé de cette de cet endroit-là, de cette ligue-là qui joue dans le fond hors saison là, du mois d'avril au mois d'août. Ouais. Je pense pas. Je pense que je serais jamais ici. Fait que si Max écoute le podcast, là, merci Max. Merci pour ma vie. Puis là, finalement, tu joues cette saison-là, mais tu retournes après ça en Amérique du Nord. Ouais, j'avais signé un contrat avec Saint-Georges en Beauce, dans la Ligue nord-américaine. J'étais pas trop vendu à l'idée, mais je m'étais dit, garde, j'ai jamais joué dans cette ligue-là, puis j'ai une couple de chums qui jouent là-dedans. J'avais eu un setup pour avoir un appartement, puis qu'elle allait me trouver une job en Beauce. Fait que j'étais un gars aventurier, là, je l'ai fait, là. Mais j'étais pas heureux. Puis quand que justement, ma fiancée est venue me visiter à Montréal puis à Québec cette saison-là, elle est venue pendant 4 ou 5 semaines. Quand elle est repartie, là, c'est là je me suis dit, en fait, dans la dernière semaine avant qu'elle parte, j'étais déjà en train de parler à du monde de Perth, de l'équipe, mon ancien employeur. J'étais là, non, faut que je reparte. Je suis pas content, cette fois je parte. Puis c'est ça, là, j'ai comme tout enligné les étoiles pour que je revienne ici, puis ça a bien marché. Mettons que tu avais confiance que c'était la femme de ta vie pour dire je m'en vais vraiment là, en Australie à temps plein. Là. Ouais, mais j'étais un gars très aventurier. Fait que j'étais prêt à tout mettre de côté, puis ça fait depuis l'âge de 14 ans que je vis pas à la maison, puis j'ai tout le temps eu comme le goût de l'aventure. L'engouement de voyager, d'explorer, de voir, de rencontrer du nouveau monde, de voir d'autres pays, puis je pense que c'est de là que ça a parti. Puis quand que j'ai réalisé à quel point que je pouvais être heureux à Perth avec elle, avec le monde que je connais, avec la job que je m'étais sécurisé, avec l'option de pouvoir partir une académie de hockey à Perth, d'enseigner aux jeunes dans le hockey mineur, j'ai juste fait, tu sais quoi? Je m'en vais, je suis loin de ma famille, mais je m'en vais, ouais, c'est ça. On part à l'aventure. Je suis game. Mais parlons-en, parce que justement, ça, c'est l'affaire que j'ai entendu parler, mais j'en sais vraiment pas beaucoup. Parle-moi un peu de ton école de hockey. Ça fait combien de temps? Qu'en est-il? Ma première année, on a fait une école de hockey sous l'emblème du Perth Thunder, qui est le club de Perth, dans la Ligue nationale. Puis, quand je suis revenu, j'avais dit au DG, si je reviens, je me pars une école de hockey, je vais utiliser le même logo, mais on va l'appeler le Perth Thunder, faut dire Ice Hockey Academy. Si je peux pas dire juste Perth Thunder Hockey Academy, parce qu'ils vont penser au hockey sur gazon. Un field, ouais. Ouais. Fait que j'ai parti ça, puis ça va bien, mais là, avec la COVID, c'est un peu différent, là, puis le temps de glace est un peu diminué, parce que dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Perth, je vais revenir à mon histoire après, là, mais quand la COVID a commencé, on a eu une paquette d'environ 2 à 4 semaines où ce que les arénas étaient complètement fermées. Puis des 3 arénas qu'on avait à Perth, il y en a une qui a fermé puis qui a fait faillite. Elle existe plus, là. Fait que là, on a vraiment juste 2 patinoires. Fait que le temps de glace, c'est une perle rare. Puis t'avais-tu envie de la racheter? Il y a des choses qui sont en place en ce moment, Dave, qui ça se peut qu'il y ait une nouvelle patinoire qui se mette en place. Ouais, je te le souhaite parce que quand il n'y a pas beaucoup d'arénas puis qu'il y en a une qui te ferme, tu te fais crime, on était déjà short-handed. Ouais. Non, c'est ça. Fait que j'ai parti de l'académie, puis je le fais peut-être... moi, je le fais pas pour ma job, là. Moi, j'ai ma job à temps plein, de toute façon, puis tout ça, puis je suis bien heureux avec ça. Ce que je fais, par contre, c'est des sessions, mettons, 1 heure par semaine, puis je les vois pendant, mettons, entre 6 et 8 semaines. Puis on fait un sur-glace pendant 1 heure, un hors-glace pendant 30 minutes pour chaque session. Malheureusement, je peux pas vraiment faire des écoles de hockey comme à la maison où ce que c'est 5 jours pendant les vacances scolaires où tu t'envoies ton kid à 8 heures du matin ou 7 heures du matin puis tu le récupères à 4 ou 5 heures le soir, là. Ouais. Ici à Perth, c'est un peu différent, mais il y a un gars à Sydney, il habite à Newcastle, à 1h30 au nord de Sydney. C'est parti d'une académie de hockey aussi. C'est un Américain. Ça s'appelle NSA Hockey. Puis c'est rendu un des plus gros influenceurs de hockey sur la planète sur Instagram. C'est vrai? C'est quoi son nom?
C'est John F. Kennedy. Et là, tu niaises. Ouais. Non, je te jure. John F. Kennedy puis NSA Hockey. Ouais. C'est un des plus gros influenceurs de hockey. Ouais. Il s'est parti une business, dans la région de Sydney. Puis, lui, ça fait depuis 2013 ou 15, là, qui est à Sydney. Parce que lui, il est venu comme importé puis il est resté ici puis blablabla, un peu comme moi, là, mais plus tôt. Puis, c'est parti une business. Puis lui, il fait ça à temps plein. Fait que lui moi, aussi, je me suis dit, ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Non, vas-y. OK. T'as peu. Gorgée de vin et 3, 2, 1, action. Ah, il y a un beau petit vino d'Adélaïde, justement. Pas plate. Ouais. Fait que c'est ça, je me suis dit, regarde, lui, il est dans la région de Sydney. Moi, je suis à Perth, dans l'ouest. Je vais partir ma propre petite affaire. Puis, pour moi, c'est vraiment juste développer les jeunes à un jeune âge. Puis les introduire dans le système de Perth Thunder. Puis mon idée avec tout ça, c'était, quand je pensais, mettons, au système européen, c'est que l'équipe professionnelle de la ville va s'appeler, mettons, je sais pas moi, prendre un exemple, Genève Servette dans la Ligue suisse. Mais t'as Genève Servette junior. Mm-hmm. Puis après ça, ben, t'as les petits clubs en dessous de ça, mais qui sont tous en dessous du même système. Tous affiliés, là, ouais. Fait que j'avais pensé, bon, ben, je vais partir une académie qui va s'appeler le même nom que l'équipe dans la Ligue nationale. Après ça, je fais ça à peu près entre 5 et 8 fois par année avec différents groupes d'âge. Je vais faire entre 11 et 14. Après ça, je vais faire entre 15 et 18. Puis après ça, je vais faire un groupe senior seulement. C'est malade que tu fasses ça. C'est malade de comme spreader un peu l'amour puis la culture du hockey, tu sais, en Australie, tu sais, avec le bagage que t'as. Puis c'est aussi comme tu dis, tu sais, que t'as le gars qui le fait à temps plein à Sydney, tu sais, il y a quand même aussi un bassin de population à Sydney qui est vraiment important. Là, tu sais, je veux dire, on parle de combien de millions de personnes Sydney? Ça doit être. Tu sais-tu combien de monde à Non, Sydney? ça doit être. Non, mais ça doit être pas loin de comme Melbourne, là, 4-5, là. C'est quand même huge, là, tu sais, pour. Ouais. Est-ce que c'est le genre de gars avec qui tu as pris contact pour aller peut-être voir aller faire des ateliers à son académie, voir un peu comment ça marche? Ben, j'aimerais ça, là. C'est sûr qu'avec la COVID, tout vient chambranler un petit peu, parce que j'avais l'intention de. Parce que moi, dans le fond, dans mon plan, là, quand 2020 a commencé, mon plan, c'est de faire grossir ça un petit peu, puis même d'essayer d'aller à Darwin, dans les territoires, comment ils appellent ça en français? Où est-ce que Darwin est là dans Northern Territories. OK, ça c'est dans une des au régions nord d'Australie, complètement, ouais. là. Ouais. Au nord complètement, là. Ouais. C'est gros, à Darwin. Ouais, c'est gros. Mais fait que mes plans, c'était ça, mais regarde, ça a un peu chamboulé, puis là, ben, ça ralentit pas mal. Mais là, tu vois, j'ai un camp qui commence fin octobre, ben, dans le fond, la semaine prochaine. Non, dans une fin d'année. Il faut que je me le prépare, moi. Là. Ouais. C'est malade. Je trouve ça vraiment cool. Le fait aussi que tu habites en Australie, tu sais, comme c'est une vie tellement différente d'ici, là, tu sais, je veux dire, c'est quoi l'affaire que tu aimes le plus que tu peux faire en Australie que tu peux pas faire ici? T'sais? J'aimerais ça dire faire du surf, mais je l'ai pas encore essayé. C'est ça, j'allais dire, genre, est-ce que tu fais du surf? Non, pas encore. Le pire, c'est que t'es sur le bord de l'eau. Mais c'est-tu parce qu'il y a des requins? Non, c'est que je suis vraiment pas un bon nageur. Ah, ok. Parce que. Je suis vraiment pas bon. Ouais. Mais j'imagine que la température, c'est pas quelque chose qui. Tu sais, tu t'en es-tu de la neige? Non, pas en tout. non. Cette blonde, as-tu vu ça au Québec quand elle est venue? Ouais, ben oui, elle l'a vécu. Boy, il fallait faire la route entre. Mon père habitait à Napierville. Il fallait faire Napierville, Saint-Georges-de-Beauce. Et wish. Puis on l'a fait dans une tempête. Puis quand je suis arrivé au virage pour aller sur la I, que je ne m'en souviens pas, mais de Québec, tu fais un virage à droite pour aller vers la Beauce. La 173? La 73? La 73. Je commençais à être fatigué. On s'est arrêté, puis j'ai donné le volant à Whitney. Mais là, c'est de l'autre bord du véhicule, l'autre bord de la route. Plus 2, t'es dans une tempête, puis t'as aucunement idée comment chauffer dans de la neige ou dans un blizzard, parce que c'était fucking wild. Mais on s'est rendu. Mais non, elle a vu ça de la neige. Mais je te dirais, à Perth,
À Perth, c'est la température vraiment que tu peux pas vraiment avoir. Ben, il y a d'autres places en Australie où tu peux l'avoir aussi beau, là, mais c'est mieux que Melbourne, c'est mieux que Sydney quand même, là. Est-ce que des fois, même, je te dirais, est-ce que tu trouves ça trop chaud, l'Australie? T'sais? L'été, là, ça monte très haut. Ouais. Là, tu sais, où c'est comme... Je te dirais, on a des journées... là, tu vois, aujourd'hui, c'est une journée de printemps, là, puis on a eu 26 gros soleil pour du printemps. Mais en été, ouais, là, quand ça commence à monter dans les 36, 37, là, ouais, c'est moins plaisant. C'est plus agressif, là. C'est l'équivalent de la neige à l'opposé. Ouais. C'est quoi que tu t'ennuies le plus du Québec, de chez vous? La famille, mon neveu, ma nièce, les deux petits, ça c'est les deux petits enfants, ma sœur. La famille, les amis, la poutine, une bonne poutine, puis une grosse 50 tablettes au Flore à Saint-Jean. À Saint-Jean-sur-Richelieu? Au Flore à Saint-Jean. Ah oui, mais oui, le Café Flore, j'ai déjà joué, là, j'ai déjà fait des shows, là. Jay du Temple animait une soirée au Flore. Ouais, je m'en souviens. Fait que j'ai déjà joué là, mon Dieu, au Flore à Saint-Jean. Oui, mais ça, t'en as-tu déjà fait en Australie, genre des frites avec de la sauce puis du fromage? T'as-tu déjà fait ça? Oui, là, il y avait un food truck. Il y avait un food truck j'avais comme un événement où c'est plein de food trucks, puis dans le fond, chaque truck a la spécialité, que ce soit japonais, peu importe. Puis il y en avait un, ça s'appelait le Canuck Truck. Comme Canuck, comme Canadien, là, ouais. Ouais. Puis il faisait de la poutine, mais non, il y a rien comme la banquise, la belle province. Je sais pas, il y a rien comme ça. Ouais. Probablement ça après la famille et les amis, là, c'est peut-être ça. La prochaine fois que tu repasses, tu passes pas souvent, hein, au Canada? Non, je suis pas revenu depuis que je suis parti de Saint-Georges. Puis là, avec la situation dans laquelle on est en ce moment, ce sera pas de sitôt, là, mais j'ai eu mon père qui est venu v'là 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Il est venu à Perth avec sa blonde, sa femme maintenant. Wow. Ouais. Fait que toi, c'est pour quand, t'as dit ta fiancée, si vous avez un mariage, faut prévoir le monde genre pas mal d'avance, je te dirais. Oh, nous autres, on va faire ça tranquille, hein. Ça fait 3 ans qu'on est fiancés, okay, puis là, on vient juste de se faire bâtir une maison, puis elle a, tu sais, à travers tout ça, elle a parti sa propre business en soins de beauté, là, et affaires de femmes, là, faire les tattoos pour les sourcils, puis les eyeliners, puis les lèvres, puis tu vois, plein d'affaires, là. Mais ça va super bien. Fait qu'elle a établi sa business depuis 1 an et demi. Qui est partie toute seule puis qui a travaillé pour elle-même, puis là on vient juste de déménager dans la maison que tu vois en arrière là. Wow. Puis ça fait 3 mois qu'on est dedans là, fait que pour là avant qu'on fasse un mariage là, ça va prendre un petit peu de temps. On va économiser des sous un petit peu. Ouais, puis je te dirais qu'avec la COVID, c'est pas exactement le moment de dire à tout le monde venez-vous-en là, tu sais, c'est comme l'inverse en fait. Non, je pense qu'on va faire ça low profile s'il faut le faire. Hey man, ça a été vraiment un plaisir, Ben, de te recevoir. Mais en terminant, j'ai eu la chance de jouer au hockey dans la rue en fin de semaine pour sortir de chez nous avec le fils de Joe Roberge, qui est un gars du coin de Repent. Je sais pas si ça dit quelque chose. Joe, il est humoriste, il faisait fiston, contrat de gars. Auteur, tu sais, il a fait de la radio. Roberge. Joe Roberge. Je connais des Roberges, là, mais... Joe Roberge, ouais, est-ce que c'est un gars de ton coin, justement? Puis je pense que je pense qu'il a travaillé avec Jason Pomainville dans une job d'été ou des affaires de même. Bref, il joue au hockey aussi. Et il me contait que quand il avait 9-10 ans, t'es Flo! Il était goaler pour son équipe de hockey mineur. Puis le coach est rentré dans la chambre. Puis il a dit... Je donne 50$ à chaque joueur ici. Les enfants, là, je donne 50$ à chaque joueur ici. Si Benjamin Brault, l'autre bord, il marque pas 5 buts. Lui, c'est le goaler, là. Il entend ça, il est comme, ben là, c'est parce que, je me sens complètement personnellement défié, mais aussi comme, évidemment, piquer mon orgueil de manière incroyable. Aïe. Fait que là, il est comme,
OK. Puis apparemment que tu étais comme vraiment plus jeune aussi. Tu étais comme 2 ans plus jeune même parce que tu jouais puis tu avais l'air d'un enfant. Ouais, dans ce temps-là, ouais. Tu jouais avec des gars plus vieux, tu avais l'air d'un enfant dans le warm-up avec des adultes, en tout cas, bref. Puis là, Joe, il est comme, là, il est bon, mais là, il a bon puis bon, là, 5 goals, à un moment donné, tu sais, Mario, ça va, là, tu sais. Puis je pense que la puck a droppé. Au face-off, t'as poussé la puck entre les jambes du gars, t'étais parti en breakaway parce que t'étais plus rapide. Tu l'as mis top cheese juste en haut de son... Ça y a sifflé les oreilles. Ça, c'était après 11 secondes. Il a fait OK, 1. Et t'as fini avec 5 buts. Ah, yes! T'as fini avec 5 buts. Et ce que je retiens de cette histoire-là, c'est, oui, visiblement, t'es un joueur de hockey supérieur pour ton âge, mais surtout, quel coach de merde est-ce qu'il y avait qui pariait contre son équipe et qui était prêt à offrir du cash tellement... J'adore ça. Donc, bref, en tout cas... On a un peu, Non, mais je vais te montrer de quoi, parce que là, tu m'as fait penser à Repentir quand j'étais jeune. Attends un peu, je vais changer de pièce. Je vais te mettre une photo. Là, je sais que c'est un podcast audio, là, puis le monde, il le voit pas, mais... Ah, mais attends un peu. Check ça, c'est moi en 98, 99. Fait que j'avais 10 ans. Tes bonnes années. C'est de ça qu'il doit se souvenir. Wow, là, les gens voient pas, mais un mullet immaculé, alors que t'as comme une coupe bol sur le dessus et le mullet qui va derrière l'oreille. Et honnêtement, ça devrait être un poster, cette photo-là. Ben, c'est pour ça que elle était tellement facile à trouver qu'elle est dans mon bureau ici. Tu me fais framer ça 20 mètres par 20 mètres dans ton salon. Fait que ton chum, là, tu disais Joe Roberge, hein? Ouais, exact. Fait que lui, dans le fond, quand j'étais jeune, là, le monde, il me reconnaissait parce qu'il m'appelait Jagger. À cause du mullet. Je l'ai toute mon enfance, puis check, justement. Attends un peu, peux-tu faire un reverse camera là-dessus? J'ai même nommé mon chat Yaromir. Ah, ben là, ça c'est officiel. Je te niaise même pas. Non, je te crois. Je t'ai cru dès la première seconde, Benjamin. Mais en tout cas, bref, je trouvais que c'était une anecdote. C'est drôle en plus. Ah oui, c'est drôle, ça. 5 buts. Mais non, c'était malade. En plus, m'avais-tu dit d'autres choses? Non, je pense que c'était pas mal. Je pense que c'était pas mal ça. Mais tout le monde de ce groupe d'âge-là, ils se souvenaient tous de moi comme le petit Jagger. Puis il y avait un article dans la presse en plus là-dessus. Ah, c'est ça, je viens de rechecker. Puis il dit que aussi ton père t'a entraîné beaucoup quand tu étais jeune. Ça se peut-tu? Ouais, parce que mon père, il était dans l'armée. Puis dans le fond, quand j'étais jeune, on a déménagé en Allemagne. C'est à la base militaire canadienne. Puis il travaillait comme c'était chauffeur de Zamboni là, quand il finissait son chiffre avec l'armée, puis il faisait ça juste pour le fun. Puis dans le fond, c'est ça. Toutes les fois qu'il y avait de la glace libre, c'est là que j'embarquais, puis je mettais les patins, puis j'ai commencé à l'âge de 3 ans. Là, fait que c'est pour ça que t'es né en Ontario, j'imagine, c'est parce que ton père était... C'est ça. Sur la base à Pembroke, je suis resté là pendant seulement 6 ou 9 mois, puis je suis parti tout de suite en Allemagne. Puis apparemment que t'étais aussi vraiment bon au baseball. Ouais, j'étais pas payé. Mais c'était le hockey qui a gagné. Ouais, c'est le hockey qui a gagné. Ben, merci énormément d'avoir pris le temps. Je sais qu'il est rendu 10h30 pour toi. Ouais, mais là, si elle n'a pas pris trop de vin, là, les moules devraient être prêts. C'est ça. Parce que c'est des moules fraîches, peut-être, non? Non, je pense pas qu'ils sont fraîches. On les a pas eu au Costco, là. Ah, c'est ça. Vous venez d'avoir le Costco. Finir un podcast sur une conversation de moule en riant. Non, mais ça coupait pas longtemps après, c'est pour ça. Merci à Ben Bro d'avoir pris le temps de nous parler. Quel homme, quel adulte de grande qualité il est devenu. Je suis content de l'avoir rencontré et d'avoir peut-être cassé peut-être le mythe du petit bum qu'on voit dans Junior. D'ailleurs, qui est devenu Benjamin, celui de Mixmania 1? Ça, il n'y a pas de documentaire là-dessus, mais je pense que ça mérite d'être fait. D'ailleurs, félicitations aussi à Ben qui, le lendemain de notre entretien, a gagné le championnat de la Ligue de hockey australienne, faisant de lui un winner, un champion, et donc le sauvant d'être un échec. Moi, la rire jusqu'à ce que je meure celle-là. OK, bye-bye now. Bye.